tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en direct pour le Lunch Play de vendredi. Nous sommes bien le 8 octobre, il est 12h30 et à la frame, l'émission commence, c'est incroyable, à peine le temps d'avaler un petit café, une brandade de morue et nous voilà déjà en émission avec aujourd'hui, vous le savez, la particularité du vendredi, un invité qui viendra nous rejoindre sur le plateau. Aujourd'hui, il s'agit de Nicolas Besson qui va venir nous parler jeux vidéo, impact sociologique et développement grâce aux jeux vidéo. Un plaisir de l'accueillir, vous allez voir, c'est quelqu'un de très intéressant que tout le monde connaît ici super bien. On dit Besson ou Besson d'ailleurs? Je crois qu'on dit Besonde. On dit Besonde? Moi, Besson, moi, Nicolas Besson. Besonde? C'est Beson, oui, t'as raison. Besson. Il y a plusieurs façons de prononcer. Hein. Bon, on s'arrête à Nico. Hein. Nico, hein. Au moins, il n'y a pas de doute, tu vois. Alors, c'est sûr. Comment prononce-t-on ton nom? Tu sais, quand c'est la langue française merveilleuse, hein, quand c'est écrit comme ça. Bref, il viendra nous rejoindre sur le plateau en deuxième heure pour parler avec nous d'impact du jeu vidéo sur nos comportements et ses bienfaits. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Lox. Coucou Lox, comment ça va? Écoute, coucou, ravi d'être là un vendredi avec vous, ça fait super plaisir, surtout qu'on a un invité tellement quali que je pense qu'on va avoir beaucoup de discussions, quelques débats potentiellement. Je suis contente. Et toi, ça va, Ken? Écoute, ça va. C'est la fin de semaine, tout va bien. Tout va bien. Non, ça va parce que j'ai très hâte de recevoir Nico ici sur ce plateau parce que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. C'est un moulin à parole donc j'espère que, évidemment, dès qu'il est lancé sur ces sujets, il ne s'arrête pas. Mais ça va être intéressant, ça va être l'occasion peut-être aussi de lui poser tout un tas de questions parce qu'il est sociologue de métier et il a beaucoup étudié l'impact du jeu vidéo et même de l'e-sport sur la société de manière générale. Donc c'est vraiment c'est professeur, tu vois. Doctorant. Doctorant. Exactement. Tu sais que j'ai beaucoup de respect pour les docteurs, n'en ayant pas un moi-même. Bonjour Nanix. Salut. Ok. J'ai l'impression que tu as joué à eFootball toute la nuit, quoi. Je suis ravi, ça y est, j'ai fait tous les emplacements du lunch play, sauf celui-là. Ouais, j'avoue, je suis désolé. Je sais pas où vous placer, donc c'est un peu. J'adore. Un peu par là, un peu par là, c'est parfait. Je sais qu'il y en a qui adorent les places définies. Moi, j'aime bien qu'il y ait un peu de RNG dans la. Moi, j'aime bien quand ça bouge un peu aussi. Ouais. Non, salut, comme toi, c'est la fin de la semaine, le week-end va sonner dans quelques heures, youpi youpa, ça va être youplouf, ça va être incroyable. Mais ravi d'être avec vous, et surtout l'invité, et tu l'as dit, c'est le GOAT. Le GOAT. Foster est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, mon Fausti? Écoute, ça va, j'ai l'impression de revivre la même mission que hier, avec TPK en moins et un invité en plus, du coup. Et c'est vrai? Parce que c'est le même plateau. C'est vrai? Ah, c'est vrai? Ouais. C'est vrai qu'on a l'âme de TPK qui est avec nous, qui est juste à droite de Lox. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? On n'arrive plus à se quitter, c'est comme ça. J'avoue, TPK qui est, encore une fois en vadrouille pour aller commenter des schnapseries Tout à fait. dans des lieux Avec un micro, quoi. Montpellier, cette fois-ci, Occitanie Sport pour du Tigre. Montpellier. Meilleure ville de France, pour le coup. Montpellier, bien je veux en savoir. Bien entendu, l'Occitanie, Montpellier, il nous reviendra fort et vaillant, bien entendu. Vous le savez, avant de recevoir notre invité, l'interview du vendredi, on a toute une partie actu qui va dérouler avec beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a eu des nouvelles, notamment l'annonce du dernier personnage de Smash Bros. On va revenir dessus. La sortie de Metroid Dread. On reviendra aussi un peu dessus. On va voir qu'il y a du mouvement chez Sega, puisque un des plus gros producteurs-directeurs de chez Sega quitte le navire. Vous n'êtes pas sans savoir que pas mal de trailers ont popé hier soir de beaucoup de séries et d'animés que vous connaissez probablement très bien. On essaiera d'en discuter aussi. Puis voilà, quelques petites news hardware au milieu de tout ça. Le Lunch Play, c'est le bonheur. Et ça va commencer tout de suite. J'en profite pour saluer évidemment tous nos spectateurs. Bonjour. Oh My Geek Twitch, Camille Seitu, All You, Jaune et Benoît, ainsi qu'El-Loulou. Bonjour à tous, bienvenue dans Lunch Play. N'hésitez pas évidemment à participer à l'émission. Lunch Play aujourd'hui, on va commencer bien entendu avec une news assez intéressante qui est apparue. Alors c'est JV qui relaie cette news-là, mais ça vient d'un post Twitter des développeurs de chez Square Enix qui signale
que Marvel's Avengers, vous savez, le jeu décrié avec, bon, il n'y a pas les bons persos. Le jeu service. Le jeu à service exactement sur la licence Avenger qui, faut mettre les pieds Dis dans le les plat. termes, Ken, dis les termes. C'est un bide. Ah, le terme est... Un bide. Ah, t'es cool, hein. C'est un bide. Dis que c'est pas bon aussi. Hein. Non, j'ai pas dit que le jeu est pas bon. Ah, J'ai voilà. dit que le jeu, il a globalement bidé. Moi, je dis que sur la durée, le jeu est pas bon. Après, Eh bien, le jeu connaît une seconde vie ou une première vie grâce à son intégration dans le Game Pass, puisqu'il rentre dans les top 10 des jeux les plus joués sur le Game Pass et dans le top 15 des jeux les plus joués all time. Le fait de pas payer le jeu, Bah. les gens, ils jouent au ah jeu. oui. Bah ouais, Incroyable. normal. Ça change tout. Hein. C'est gratos. C'est gratos, ça devient cool, quoi. En vrai. Ah, surtout, le truc, c'est qu'on a souvent l'image du le jeu à licence, tu sais jamais sur quoi tomber, c'est souvent mauvaise pioche, et ça a l'air d'être le cas du coup pour celui-ci. Je suis passé à côté, je l'ai pas joué, mais t'as toujours envie, mine de rien, quand même, de jouer à un jeu Marvel, quoi. Ça reste très emprunt dans les cultures un peu C'est globales. comme les gens qui te disent moi, je vais pas au cinéma voir les Marvel, ça me saoule, ça me gave. Quand ça passe à la télé ou ça arrive sur les plateformes de streaming, Dans l'avion, on les voit. Hein. bah, ils sont là, ils matent, quoi. Exactement, en plus. C'est juste c'est le réflexe. Pour moi, c'est la même logique, au-delà du jeu, des défauts qu'il a pu avoir, etc. Mais c'est même logique que je ne paye pas pour jouer à un jeu licence Marvel, je ne paye pas pour aller voir un film Marvel au cinéma. Le film est disponible sur ma plateforme, il est gratuit, gratuit, je paye mon abonnement, mais il est gratuit, du coup, je vais le mater. Il est gratuit sur le Game Pass, je paye mon Game Pass, mais il est quand même gratuit, je vais y jouer. Et c'est vrai que le Game Pass grand publicise énormément le jeu vidéo. En fait, c'est une démarche un peu déjà hardcore d'aller acheter un jeu spécifique sur une plateforme spécifique. Quand tu as une offre d'abonnement, que tu as des jeux qui tombent, bah tu vois, même si t'es Madame Michou, tu vois un jeu Marvel, tu download. Par contre, tu le vois à ton carouf à 59,9, tu dis oh, Non, mais- casse les pieds, tu vois. Bah ouais. En fait, ça me rappelle un peu le marché de l'occasion de l'époque où je me rappelle, moi, j'avais un vieux magasin d'où j'allais où t'échangeais un jeu, c'était juste 5 balles, tu vois, genre c'était tout. 5 balles, t'échangeais ton Et jeu. d'échanger, ouais, c'est vrai. Et au final, en fait, genre tu prenais un jeu, tu le testais vite fait, bah, il te plaisait pas, bah, c'est pas grave, 5 tu le balles. téléchangeais, 5 balles, t'en prenais un autre, tu retestais, lui tu l'avais bien poncé, tu le rechangeais, 5 balles, t'en Mais avais un maintenant, autre. on est flemmard, on bouge pas de chez nous. C'est sûr. Voilà, c'est un peu donnant. Mais honnêtement, pour le prix de l'abonnement, c'est vrai que quand même. Moi, je suis complètement dedans. En mode, il y a des jeux que je n'aurais certainement jamais achetés, que j'ai essayé parce qu'ils étaient dans le Game Pass. Je pense à le dernier que j'ai fait, c'est Destroy All Humans. Je l'ai vu, j'ai fait OK, il a l'air marrant, mais franchement, tu me l'aurais vendu dans un magasin entre 20 et 50 euros, je l'aurais jamais acheté, certainement. Genre, est-ce que jamais vous auriez essayé. acheté Back 4 Blood? Franchement, Oui, vrai truc. Oui. Ouais, tu l'aurais acheté quand Pas oui, même. parce que c'est un coop et du coup, tu Pas sais sûr. que si t'as ta bande de potes avec Oui, qui tu ouais, sais ouais, déjà que tu vas jouer en coop avec eux, oui, je pourrais l'acheter. Maintenant, je te dis, il arrive dans le Game Pass, bah, tu te jettes dessus, quoi. Tu te dis, ok. Ah, mais c'est pareil pour Marvel Avengers, c'est vraiment le côté curieux. Et puis, moi, je compare un peu le Game Pass toujours à une offre, tu sais, de carte d'abonnement de cinéma. Et en fait, t'as Un payé, peu ça, c'est voilà, vrai. t'as payé. Oh, le nombre- Tu dis par Quand rapport à ton j'avais la prix. carte, le nombre de films que j'allais voir que Voilà, jamais je voilà. allais voir de ma Bah, life. tu vois, Marvel Pourtant, faut se Avengers, déplacer. Hein, mais Marvel c'est Avengers, ça totalement correspond, Ah ouais, ça correspond à la somme de films de ouf. que tu n'aurais pas vu Mais de ouf, si en tu fait. devais payer normalement. Tu te dis Complètement. juste, ce mois-ci, j'ai vu les 2 films que je voulais voir, j'ai rentabilisé ma carte. Maintenant, qu'est-ce que je me fais en mode à la frame? Et en plus, tu peux même tomber sur une bonne surprise. Donc pourquoi pas? Mais le truc, c'est que le jeu, donc étant sorti l'année dernière, il me Ouais, semble, c'est ça. eh bien, bénéficie de toutes les mises à jour, d'équilibrage maintenant, et ouais. d'ajout de contenu qu'il y a eu à l'intérieur du jeu. Alors, il n'y a pas les DLC à proprement parler dans le Game Pass, mais du coup, le jeu est plutôt pas trop mal en fait maintenant dans sa version dans sa version Vraiment, mise ça à fait jour. combien de temps? Il y a plus d'un an qu'il est Ouais, sorti. Un an, c'est ça. Ouais. Et tu arrives sur une version qui est déjà un peu plus aboutie. Ça lance aussi un peu le débat que tous les jeux sont quasiment plus intéressants à jouer un an après. Moi, c'est ma grosse théorie, même si c'est pas pour parler de Game Pass, même si c'est pour acheter un jeu de manière générale, un an après, Est-ce que les c'est- jeux sont toujours Est-ce mieux. que c'est pas la Toujours. qualité et le défaut du jeu service au final? Parce que Mais t'as- même, pour moi, même sans les jeux service, Ah il y a ouais très peu de jeux. Un The Last of Us Aujourd'hui- partout, tu penses que c'est plus intéressant de le jouer un an Non, ça, c'est un jeu qui est sorti ultra bien fini dès le début. Voilà. Vraiment. Ouais, donc ça dépend quand C'est même des super types rare. de jeux. Mais ouais, exactement. Ça dépend Ok. du type de jeu, mais c'est de plus en plus rare. Vraiment, je sais qu'il y a certains jeux, ils sortent, ils sont quand même un peu buggés, un peu pétés du Ah, cul. tout Je fini. prends l'exemple d'un Control. Control un an après, c'est un jeu qui était bien mieux fini, bien plus stable, bien
un truc que Control à la sortie, tu vois. Il y a plein de jeux qui affichent bugs, baisse de framerate, des choses qui existent même pas. Parce que c'est Même pas- Breath of the Wild, un an après, Ouais. le jeu est plus stable, chargeait plus vite c'est vrai, les textures et les décors sur Switch et se rapprochait de la version Wii U. Les jeux sont tous mieux et plus agréables à faire un an après. Et ils sont moins chers souvent. Pas les jeux Nintendo. Mais... Je me disais, est-ce que c'est pas le syndrome du DLC où tu sais que tu vas avoir du contenu additionnel sur No ton Man's jeu? Sky, ouais. Souvent des mages qui arrivent derrière. C'est vrai que maintenant, la mode, souvenez-vous du jeu vidéo avant, il n'y avait pas autant de mages sur un jeu. Maintenant, c'est systématique. Tous les 3 mois, ton jeu est mis à jour, il y a une mage régulière, sans parler des DLC. Donc, ça intègre peut-être ça. Le fait que, comme tu dis, un jeu un an après est plus stable, mieux foutu, tourne mieux, et en plus, un meilleur contenu. Après, Marvel Avengers, quand il sort, moi, je l'avais testé, je l'avais pas démonté non plus. J'avais dit, voilà, c'est vrai que les visages, c'est le choc. Hein. Tu sors du cinéma, t'as identifié tes héros de comics à des têtes bien particulières, qui sont pas les têtes des BD, hein, ça c'est encore un autre débat. Et là, du coup, tu retournes un peu en arrière avec des têtes un peu random. T'as du mal à t'identifier à ces personnages-là. Le gameplay était pas toujours au top entre les différents Et était super-héros. très Moi, je trouvais répétitif, ça assez surtout. inégal, ouais. Spider-Man n'a jamais la même tête. Le jeu est un succès incroyable sur PlayStation. Donc, Ouais, mais- Ouais, mais Outre les Spider-Man, visages, moi, c'est plus la répétition. Spider-Man, il a eu plusieurs visages. Hein. Andrew Garfield, Tobey Maguire, il a eu beaucoup de têtes t'as différentes. jamais regardé le dessin animé Avenger Ouais, mais ou regarde Iron Man. t'as des- Iron Man, pendant 10 ans, c'était Robert Downey Jr. Dans son casque, quoi. Donc voilà, tu l'as suffisamment vu pour l'identifier, comme pour Chris Evans avec Captain America, du coup. Ah, mais c'était pas son plus gros défaut. Non. Je disais, ça, c'est un des trucs qui, tout de suite, quand tu lances le jeu, Oui, qui te saute. Bah, il fait un peu s'était chier, pris qui voilà. un bâche là-dessus déjà au moment où on avait les vidéos où les C'est gens ça. ont vu les visages. Déjà, il s'était pris son premier bâche, il était même pas sorti. Le Bah, pauvre. Genre, c'est- on va dire que l'appel sur le jeu, tu dis que t'as la licence Marvel Avengers et t'as pas les visages des films C'est dur. à expliquer. Alors que c'est tenable en vrai, hein. Mais tout de suite, au premier abord, ça peut choquer. Après, oui, comme tu dis, Tiens. le gameplay entre les personnages est assez Vrai inégal. exemple. Ouais. Je suis persuadé que le prochain jeu Wolverine de chez Insomniac Ouais. va être un succès. Ah oui. Ah oui, Insomniac, oui. Ils savent faire un Bien jeu. sûr. Leurs jeux sont très attendus. Il n'y aura pas le visage de Logan, comment il s'appelle, Hugh Jackman. Hugh Jackman. Ouais. Il n'y aura pas le visage de Hugh Jackman et ça n'empêchera pas de faire le jeu super. Alors que les précédents jeux X-Men en 3D, il y avait le visage de Hugh Jackman dessus. Ouais. Là, je suis persuadé que ce sera pas le visage de Hugh Jackman. Bah, je le vois pas non plus. Hein. J'imagine pas, mais Les Batman, c'est vrai, les Batman, même s'il y a eu 36 visages, les Ouais. Batman, c'est jamais le visage de l'acteur dans les jeux. Après, tu le vois très peu. il est masqué. C'est vrai que je suis un peu. C'est vrai que tu sais, j'avais jamais tiqué là-dessus. D'autant que rien que le Marvel Universe, t'en as Ouais. justement genre tellement de déclinaisons différentes. Donc rien que dans la BD, tout un tas de Ouais, c'est visages clair. différents des Oui, personnages. mais c'est C'est pas vrai que. Mais j'entends par C'est- contre. c'est pas la- j'entends parce que c'est- culturellement, à l'instant Voilà. T, on est dans un univers qui est poussé par le cinéma, C'est qui est ça. poussé par des séries et qui nous habitue à certains. pareil, visages et Ken, qui tu t'attend me parlais de Batman. Batman, il y a plusieurs mecs qui l'ont Oui, incarné. évidemment. Dans le Marvel Universe, on a pris un acteur pour incarner un personnage pendant X temps, tu vois. Et ça, mine de rien. Hulk, il a changé 3 fois de visage. Il y a eu le premier qui a un raté, ensuite tu as eu le deuxième Ouais, le Hulk qui premier- est dans le MCU, le premier- mais il a été changé par Mark Ruffalo. Tu vois le premier où il se bat contre des chiens Ouais. enragés, tu te souviens de celui-là? Eric Bana. Voilà. Eric Bana, Marvel, Voilà. ils ont pris. Vous voyez ce film Hop. De C'est ce Nord. secret, classifié. Non. On n'en parle plus. Il est pas si nul que ça, ce film. Hein? Oh, oh, oh. Non, il est. Chier. Attends, ça Quoi m'avait. Ah, il a Non, quoi Il a chié. On va vraiment débattre de ça là, Ah quoi non, Non. horrible. T'aimes pas le système casse de BD et tout C'était stylé à l'époque. C'était bien. Non, bref. Putain, son adversaire, c'est des chiens. Écoute, je préfère encore Eric Bana qu'Edward Norton. Hein. En Oh non. Bruce Banner. hein. Ah, mais. Tais-toi. Vas-y, Monsieur, je suis armé, attention, En calmez-vous. tout cas, voilà, c'est la preuve que le Game Pass peut faire aussi donner une seconde vie au jeu et leur donner une petite visibilité et rentabilité. C'est peut-être quelque chose qui va faire, je vais pas dire jurisprudence, mais au moins faire acte pour les développeurs en se disant, écoutez, peut-être que notre jeu aurait plus de succès s'il était accessible à plus grand monde, sachant que je vous rappelle que pour les développeurs, mais pas un jeu de Square Enix sur le Game Pass gratuitement. Donc il y a quand même un retour sur investissement à la mise à disposition sur Oui. le Game Pass. Et derrière, il y a toute une mécanique de DLC qui, eux, sont payants. Si tu les veux, tu peux les prendre. Donc il y a une rentabilité d'un côté développeur quand même à sortir un jeu sur le Game Pass. Et même très très tôt, c'est ce qu'avait montré Street of Rage 4 notamment. Ouais. Puisqu'en sortant très tôt, même Day One sur le Game Pass, non seulement le financement était quasiment assuré, mais en plus, beaucoup plus de gens ont acheté joué. le jeu parce qu'ils ont joué au jeu. Donc, c'est win-win-win-win. Non, vraiment. Ouais. Donc, à voir si ça peut fonctionner sur des AAA qui sont des games as a service comme ça et des futurs. Je ne sais pas si Microsoft
projettent de faire des gros games as service prochainement dans leur Microsoft Game Studio. Halo n'en est pas spécialement un, puis il est free-to-play, c'est même pas un jeu Game Pass C'est au ça. niveau du multijoueur. Forza Horizon est un peu à service, mais c'est très léger. Il y a quand même une véritable volonté de solo. Peut-être Flight Sim est un vraie game as campagne, service. Peut-être c'est celui qui est le plus game as service Flight Simulator dans tout leur catalogue. Mais c'est pas aussi. Forza, C'est pas aussi- Forza, c'en est quand même un, Forza Horizon. Ah ouais hein. Ouais, Forza Horizon, c'en est quand même un. Ça a tous les codes. Hein. Ouais, et t'as tout un tas de mises à jour avec de nouvelles courses et nouvelles. C'est vrai que Forza Horizon, State of Decay peut-être, ouais, on cite dans le chat. Ici, Age of Empire 4, qui Ah oui. aussi a des Là, oui. mécaniques de mise à jour. Voilà, évidemment, je vois s'il y a des gros fans de Age of Empire 4. Ouais. Partout. il y a J'ai quand pas, même, j'ai pas entendu ça pour Hulk, le premier film, je suis déçu. il y a quand même tout ça. Calmez-vous, en régie, calmez-vous. Exactement. Voilà, donc, eh bien, écoutez, peut-être que Square a sauvé la totalité de son projet grâce à la mise à disposition du jeu sur Game Pass. Peut-être que le jeu Mais va bon. rester longtemps sur Game Pass et peut-être que ce sera l'occasion de mettre les futures productions. C'est quoi sur Gardien de la Galaxie? Gardien de la Galaxie. Ouais, Qui en aurait. Hmm. Qui a besoin de temps là aussi parce que. il est pas Franchement, très il a pas l'air convaincu. c'est pas un jeu Mal, service, le hein. jeu. Là pour le coup, c'est un C'est jeu. pas un peu- jeu à service, mais Voilà. j'adore. Hein. Tu sais que j'adore les Marvel et tout. Moi, Là, j'ai eu un petit souci avec le jeu lors de l'E3, dans la présentation, où ça ramait de fou. Ah non, Ouais. mais ça La fait peur. dernière vidéo qu'ils ont montrée ramait beaucoup moins. Après, la Ah oui, DA, évidemment, la première, faut que j'y vidéo, joue. la première vidéo, je crois qu'elle a été montrée sur Switch. Ouais, non, faut que j'y joue. What Faut- could go wrong, quoi. C'est un jeu, je peux pas donner d'avis. Il faut vraiment que je l'ai entre les mains et que je passe un peu de temps dessus pour avoir un avis définitif. Clairement, c'était pas prometteur le premier trailer. Ouais. Non, bah oui, mais après, tu sais, quand il leur montrait un peu plus tard, je trouvais sympa. Et moi, Non, mais ça j'aime rend bien. pas service le premier C'est trailer. une hein. aventure Non. solo avec des personnages un peu rigolos qui déconnent, tu vois. J'ai un peu l'impression que je vais jouer à comment ça s'appelle Star Wars Fallen Order, non Fallen- c'est- ouais. ouais, c'est lui là avec Ouais, le ouais. Jedi moche rouquin, c'est lui. Ouais. C'est C'est lui. lui. Je dis pas que les rouquins sont moches, hein, mais lui il est moche. hein. Non, mais. Désolé, vraiment zéro charisme absolu. Mais tu vois, j'ai fait le jeu et j'ai trouvé super cool le jeu parce que c'est juste un jeu solo, popcorn, j'ai fait comme ça. Puis tu vois souvent le héros de dos, donc ça Ouais, va. je l'ai eu gratuit avec l'achat de ma Xbox le jeu, ouais, tu le vois souvent Ouais, au dos. Et il y a les vrais acteurs dedans. Des films. Oui. 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 Mais ça, c'est important. Tout se met en ça- place. Tu vois, mais tu vois, ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est important. C'est important. Ouais, ouais, c'est pas sympa pour l'acteur, c'est vrai. Bon, après, moi aussi, je suis moche. Hein. Oui, entre moches, on se comprend. Donc, c'est plus facile. Que ta tête, En- le personnage de Fallen Order, ça doit être quelque chose. J'avoue, putain, vous doit imaginez, être fou, quoi. imaginez en Jedi, Mais la capuche là, Ouais, mais la pour voir. capuche, ouais. C'est jamais ta capuche juste pour. Bon. Si tu veux, j'ai le sweat belge en pour faire. seigneur citrose. Ça fait très Parfait. Bane. C'est ça. On a changé de licence. C'est ça. Oh, de toute façon, c'est pour ça qu'ils leur mettent des masques au seigneur Sith. Hein. Ils sont tous moches, les méchants, de toute façon. Dans Dark la Maul dans mon série. cœur. Tous les jours, on aura un. Non, mais il meurt comme une merde. Ça, c'est moi dans mon Ils cœur. meurent pas. Dark Maul. Ils meurent pas. Il est vivant dans notre cœur, t'inquiète. Non, mais- Si, si. Bah non. Bah si. Bah Dark Maul, si. Dark Maul, La menace fantôme. double sang. Double sabre. Bah si, il Il meurt. est pas mort. Non. Ouais, son âme résiste. Il est pas mort. Alors pour le coup, je connais mieux Star Wars que toi, c'est incroyable. Comment ça, il est pas n'est mort pas mort. Bah, t'as pas vu Clone Noir? Théorisé. Ah Let's non, fight. pas vu. Il est vivant. D'accord. Très Et bien. le chat merci, me Ken. confirme. Non, je dis peut-être de la merde. Hein. Merci Ken, tu m'as Voilà. appris quelque chose. Il est pas mort. D'accord. Ok, Et il a un affrontement incroyable dans Clone Wars. très bien. Merci Ken. Bon, bref, c'est le meilleur. Hein. Ça- Voilà. Incroyable. Mais tu apprendras que ton personnage préféré est vivant. C'est pas mon personnage préféré, calme-toi. C'est mon personnage préféré. Voilà, c'est le tien, calme-toi. Le meilleur sabre du jeu. Par contre, c'est vrai que c'est un méchant stylé de ouf. Ouais, de fou. Mais le combat, vraiment, et là, il est. Alors il est stylé. Franchement, il est stylé parce qu'il fait le kung-fu très bien. Même tu vois. sa DA, enfin son Non, visage non, et tout. non, Non, c'est tout tout. son Et en look. termes de Le charisme. personnalité, il y a Look. il y a a pas besoin. zéro construction du personnage, zéro rien. C'est Mais il a pas le besoin de méchant, le padawan du Seigneur Sith. Bah ouais, il a pas besoin de parler, Oui, mais bah il est stylé. justement, du en coup. fait, son charisme lui Ah oui. suffit à lui-même. Il n'a Voilà. pas besoin de ligne de dialogue, il n'a pas besoin d'artifice, puisqu'en fait, juste, c'est Pour un l'aura design, il t'arrive, quoi. charismatique. Le mec, sans parler, est dingue. Imagine s'il avait
des lignes de Déjà, dialogue. s'il commence Moi, à je parler. pense que s'il avait eu des lignes de dialogue, personne ne l'aurait aimé. Mais non, mais j'ai pas vu Clone Wars, donc tu m'apprends quelque chose. Je savais pas Ouais. qu'il avait survécu. Pour moi, il disparaissait comme une merde dans la menace fantôme, quoi. Et ouais. Merci Ken. Et Palpatine. Oh Il est oui. mort ou il est pas mort? Non, Palpatine, j'en peux plus surtout. Palpatine, j'en peux plus surtout. Allez, stoppons là, stoppons là. On va parler un tout petit peu du dernier personnage de Smash à être sorti. Il a été annoncé, présenté en grande pompe et leaké bien en avance. Foster, c'est Sora de Kingdom Hearts, le personnage principal de la saga. Et bah, c'est super. Mais est-ce qu'on voulait ce personnage comme dernier personnage? Évidemment, chacun a ses avis là-dessus. Ce qui est sûr, par contre, c'est que dans la majorité, on le voulait, on l'attendait. Ça a été, ils ont ressorti l'excuse ils ont fait un espèce de, qu'on appelle ça, de sondage à l'époque de Smash for Wii U, donc Smash 4 à l'époque. Quel était le personnage que vous voulez voir dans le jeu? Tout le monde avait voté. Goku. Et il y a eu beaucoup de Goku, c'était vite été balayé. Et c'est la raison pour laquelle on a eu Bayonetta dans le jeu notamment, parce que C'est c'était vrai. le personnage le plus demandé, donc ils ont intégré Bayonetta. Et juste après venait Sora. Sauf que, ils nous l'ont annoncé, et ça à moult reprises, Sora c'était impossible, inatteignable derrière les coffres de Square Enix, mais surtout derrière les coffres de Disney. Vraiment inapprochable. Donc au final, à la fois on s'attendait à voir Sora parce que, en effet, très demandé, il colle très bien à l'univers Smash Bros, il y a quelque chose. Mais avec ces problèmes de droit, ça reste une excellente surprise de la voir au final, qu'ils aient réussi du coup ce tour de bras à l'intégrer en fait dans le jeu. On voit d'ailleurs dans tout ce qui est montré, la seule référence à Disney, c'est la petite tête de Mickey au bout de sa chaîne. Mais c'est tout en fait. Tout ce qui est les niveaux, les stages, etc. Il n'y a pas une seule apparition de Donald, Dingo, Mickey et j'en passe. Je suis étonné quand même qu'ils aient laissé la chaîne tête de Mickey. Hein. Je pense que ça faisait partie du perso quelque part, donc tu pouvais pas forcément la retirer. Donc je pense que ça a été le point qui était compliqué à négocier, mais qui a réussi à être négocié. Je pense. En tout cas, pareil, comme d'habitude, par contre, d'un point de vue mécanique, Sakurai qui arrive très bien à intégrer des mécaniques d'un autre jeu qui n'a rien à voir du jeu de combat dans Smash Bros. Le perso a son habituel triple hit, 3 coups que vous faites dans Kingdom Hearts. Il a cette espèce de dash lorsqu'il saute, il est très flottant aussi, ce qu'on retrouve un peu dans le jeu lorsque vous vous déplacez dans les niveaux. Le saut des grands pieds, là. C'est ça. Donc, perso qui a l'air intéressant, on va voir. En tout cas, ça sort la le magie. 19 octobre. Voilà, 19 octobre, la magie intégrée. Et Sakurai a bien précisé que c'était le dernier perso de Smash Bros. Et que c'était terminé pour les mises à jour du jeu. Alors ça signifie quoi? Finito. Fini, au revoir. Alors, bonne question. Il a pas précisé que ce soit la fin des mages. Je pense qu'il y en aura une avec le perso et potentiellement une autre une fois que Sora aura cassé le jeu parce qu'il est trop broken, parce que c'est un DLC. On sait tous, on a l'habitude. Équilibrage Mais- suivant, quoi. C'est un peu ça. Obligé. Mais c'est vrai que la question est quelle est la suite? On a la légende du est-ce qu'on va avoir une Switch 4K? Est-ce que c'en est une nouvelle ou pas? Est-ce qu'on va partir sur un Smash Ultimate 2? En tous les cas, je pense à quoi c'est lui faire du bien de sortir un peu de Smash Bros. Le projet a duré énormément de temps, 2 ans de développement après sortie. Ouais. Donc on va passer à autre chose. Maintenant, la vraie question c'est s'il y a un nouveau Smash Bros, sur quoi on part en fait? Parce que la marque de fabrique de Ultimate, c'est Everyone is here, tout le monde est là. Comment tu fais pour sortir un nouveau Smash lorsque tout le monde n'est pas là alors que c'est la marque de fabrique de Smash Bros? Tu peux te taper, bon, tu peux le faire dans Kingdom Hearts, mais Sephiroth et Sora qui se tapent par exemple, ou Mario face à Cloud, bref, vous connaissez l'histoire. Comment tu vas faire ça si jamais tu mets pas tout le monde dans le prochain Smash Bros? Donc là, ils ont réutilisé le moteur de Smash 4, donc c'est cool pour eux, ça leur a permis de faire ça, mais est-ce qu'ils vont réutiliser encore le même moteur? Est-ce qu'on va changer, mais dans ce cas-là, on aura moins de personnages? Ou est-ce que le temps de développement va être excessivement long, donc on n'aura pas un nouveau Smash Bros avant plusieurs années? Beaucoup de questions, peu de réponses. Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce que Sakurai a encore l'énergie de refaire du Smash Bros? Est-ce qu'il voudrait pas revenir à ses premiers amours? Peut-être emmener la licence Kirby plus loin que ce qu'elle est avec... Il y a le nouveau là qui a été annoncé. Le nouveau a c'est été ça. annoncé, mais c'est pas Sakurai n'est pas dessus visiblement, même si c'est HAL Laboratory qui reste derrière. Je sais pas si les lead directors... Est-ce qu'il va développer le online? Pardon. Je voulais pas te faire mal, tu sais que je t'apprécie énormément quand même. Mais en vrai, ça peut être aussi... Genre la suite, c'est de réussir à le rendre aussi un peu plus accessible, notamment sur des périodes en ligne. On repense au Covid qui a fait très mal aux joueurs Smash, on n'oubliera pas. Et en vrai, pour moi,
le rebond le plus pertinent qu'ils puissent faire aujourd'hui, ce serait celui-là. Et vraiment réussir à s'immiscer. Et qui sait, peut-être un jour un cross avec des Nickelodeon et tout. Vraiment, tu vois, comme tu disais, le principe d'avoir tout le monde, bah là, vas-y, quoi, grossis, et ramène-nous vraiment tout le monde. Fais-nous un Mugen sur Smash et puis Parce tout qu'on a ira vraiment bien, tout quoi. le monde sur Smash aussi, c'est la question. Non, t'es pas dedans. Ah. C'est dommage, quand même. Ouais. Et c'est dommage. Moi, je fais un petit Nanix Ryu, si tu veux. Direct. Il faut savoir qu'en termes de fonctionnement d'équipe de dev, il y a assez peu de repos généralement après la sortie d'un jeu. Parce que ton brain derrière, ouais. Voilà, exactement. C'est des équipes de dev qui appartiennent à Nintendo. Tu vois, ils ont vraiment beaucoup de groupes de dev qui travaillent sur différents types de séries et différents types de jeux. Et souvent, dès qu'un jeu est sorti, on repart sur, on va dire, la création d'un nouveau jeu. Le truc, c'est que dans la phase de création d'un jeu, il n'y a pas besoin de 200 personnes, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pas bien qu'il y ait 200 personnes. Mieux vaut qu'il y en ait beaucoup moins, qu'on crée, qu'on pose les bases du jeu. Et ensuite, il y a ceux qui modélisent les persos, il y a ceux qui s'occupent de la physique du jeu, etc. On fait rentrer beaucoup plus de dev à l'intérieur du mécanique de développement du jeu, les musiques, les machins, les trucs. Et on porte le jeu comme ça. Donc évidemment, il n'y a pas besoin de tout le monde. Mais souvent, le producteur, le lead directeur et le chef d'orchestre, ce qui était Sakurai finalement pour Smash, lui, il est là tout le temps. Il est là du début à la fin. Comme Kojima, il est là du début à la fin pour la plupart de ses jeux. C'est donc ultra éprouvant de repartir sur un jeu. C'est pour ça que je pense pas qu'ils vont faire un nouveau Smash. En fait, ça... Je pense qu'il y aura un Smash Ultimate 4K, genre remaster là, sur la prochaine Switch, tu vois, mais c'est fini. Mais là, le jeu il est sorti il y a 2 ans. Il y a eu 2 ans de DLC, de personnages à rajouter, etc. Maintenant, c'est bon, on a le jeu définitif. Qui font le jeu pendant 1-2 ans et on en reparlera après, quoi. Enfin, Après, Deluxe Edition. En fait, je pense surtout s'il y a un nouveau Smash Bros, ça sera sans Sakurai. Surtout, je pense. Parce que je pense que Nintendo va faire un nouveau Smash Bros. Ça marche beaucoup trop bien. Tu peux pas passer à côté de ça. C'est le Mario Kart du jeu de baston de Nintendo et c'est juste beaucoup trop bien. Le truc, c'est que Sakurai, depuis Smash 64, il a dit c'est mon dernier Smash Bros. Melee, c'est mon dernier Smash Bros. Brawl, c'est mon dernier Smash Bros. Bon, Smash 4, c'est le dernier, les gars. Ultimate, bon, bordel. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, il en a marre. Et je pense qu'il a réussi. Ultimate, pour lui, je pense que le titre est bien trouvé aussi pour lui-même. Parce qu'il a vraiment réussi à créer quelque chose. En plus de ça, créer le lien avec les joueurs, quelque part. Et je pense qu'il a réussi à atteindre une certaine apogée de ce qu'il a voulu créer en réalisant Smash Bros et ce que c'est devenu, parce que je pense la promesse de Ultimate, elle devait vraiment être très forte pour qu'il la fasse avec autant d'intérêt, j'ai envie de dire, autant de passion et autant de communication et d'ouverture avec les joueurs. Mais je pense vraiment que ça va être le moment où lui va arrêter, où va juste rester en gravitant en fait, en consulting du genre. Ok, faites un nouveau Smash Bros. Peut-être c'est dans HAL Laboratory, peut-être ça serait une autre boîte. En tout cas, lui sera en consulting autour, mais je pense qu'il va prendre quelques pas en arrière. Je pense qu'il a besoin de sortir un peu de ça pour s'occuper d'autres jeux, dont Kirby comme tu parlais. Ouais, je me pose vraiment la question de quoi faire de plus. C'est un peu la question qu'on s'est posée en arrivant à F0GX, tu vois. F0GX, bon, dans le jeu de course futuriste, sincèrement, à part améliorer les graphismes pour en faire un nouveau, F0GX, Mario Kart change quasiment tout le temps le gameplay. Parce que de base, ils ont posé ça, ils en ont fait un deuxième qui avait rien à voir en termes de gameplay, un troisième qui avait rien à voir en termes de gameplay. À chaque fois, ils changeaient le gameplay de Smash, t'as habitué les tous gens Mario Kart. à une Smash, un système. le gameplay change, mais globalement, je sais pas, on arrive. Faudrait tout changer quoi du système de jeu pour avoir sa vraie identité, tu vois. Il y a quoi qui a changé depuis Mario Kart Wii ? Depuis Mario Kart, oui, c'est pas du tout le même système d'objets, c'est pas la même physique, c'est pas les mêmes dashs. C'est pas les mêmes déplacements. Toute la physique a changé. La physique n'a rien à voir entre la Wii et la version Wii U. Mais c'est pas un renouvellement complet des mécaniques. Parce que non, mais on a changé tout le gameplay. C'est ça que fait, tu vois, Mario, il saute. Mais de Mario Odyssey à Mario 64, il saute tout le temps. Mais par contre, en termes de gameplay, de physique, de prise en main, tous les jeux sont différents. Mais tu vois, autant tu présentes un Mario Kart Double Dash où t'es 2 sur ton kart et il y a quelque chose. Sur la Wii, il y a la moto, ok, il y a un nouveau truc. Mais après, on est resté sur ce principe en fait. Certes, il y a des différences de physique, il y a des micro-différences de gestion d'objets. Mais au final, sur le papier, il n'y a pas forcément de mécanique vraiment nouvelle. Et je trouve que Smash Bros retombe beaucoup là-dessus. Et ça depuis presque le premier en fait, où au final on se tape dessus, les pourcents montent, tu mets off stage, il y a des objets, les stages ça part en vrille, tu peux être à 4, tu peux être à 8 maintenant. Et au final il n'y a pas vraiment de grand renouveau dans Smash Bros, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il y a besoin ?
Et je pense pas qu'il y ait Non. besoin, et c'est pour ça que je C'est pense ça que le la problème, recette est c'est que- facile à Mais en sortir fait, pour un de nouveau. toute façon, si maintenant on te parle de Smash, tu veux un Smash en fait. Oui, c'est Si ça, tu tu veux pas autre me chose. sors quelque chose de complètement différent, il n'y a plus d'intérêt. Tu vas pas aller jouer à Smash pour te retrouver sur un. Ah, je sais pas, moi je serais partant pour justement, si on ressort un Smash Bros, il faudrait changer de ses mécaniques. Je sais pas, peut-être garder l'idée de sortir du ring, mais pourquoi pas tenter quelque chose en 3 dimensions, quelque chose d'autre, tu vois ce que je veux dire? C'est là où tu as les modes de jeu en fait. Les modes de jeu te permettent un peu de paramétrer tes petits trucs, etc. Et c'est vrai que dans les façons de jouer spéciales du jeu, à chaque fois il y avait des choses un peu nouvelles. Là dans Ultimate, tu peux mettre des esprits, tu peux te mettre géant, bref, ce genre de trucs. Et chacun avait sa propre dynamique. Tu peux même jouer avec des PV si tu veux. Donc il y a peut-être moyen d'avoir ce genre de mode un peu funky qui te font revivre un peu le jeu vidéo d'une manière différente. Alors, on verra en tout cas quelle sera la direction que prendra ça. En tout cas, vous avez vu, Kirby arrive bien en 3D. C'est bien Comme aussi quoi. Ouais. une volonté de renouveler pas mal de choses. On parle de Donkey Kong aussi, peut-être de retour Ah oui, ce serait en bien 3 ça. dimensions avec une aventure solo, lol, narrative, enfin quelque chose, on va dire, de très directif et de très aventure. Va voir un peu ce que veut faire, va voir s'ils sortiront un remake de Melee. Melee, Je serais trop contente. je reprends tellement- ce débat, mais le remake et Nintendo, ça fait pas trop. Ça match pas trop. Ouais, il y a eu Zelda, tu vois, Link's Awakening. Certains disent Zelda 64 Ocarina of Time sur 3DS, c'est un semi-remake. Que Mario 64 DS, c'est pas exactement le moteur, c'est un remake. Mais le remake, non. Ils font des remasters, des portages Nintendo, mais refaire leur jeu, c'est un aveu d'échec. T'as pas de remake de Super Mario World, tu vois, n'existe pas. Ils ont remaster les Mario NES Ouais, NES, ouais. dans la compile Mario Star, mais c'était Ouais. des remasterisations. Mais les remakes, ils aiment pas trop. C'est pas grave, ils aiment remaster, pas je trop refaire prends le aussi. Skyward Sword. Skyward Sword dans le chat, Skyward Sword, c'est un remaster. Oui. C'est une version HD. C'est le même jeu. C'est le la même même jeu. façon de jouer en plus. Ils ont repris exactement tout identique. Hein, c'est clairement C'est ça. le même jeu. C'est Link's Awakening, un des premiers qui est vraiment remake. Et pour le coup, sacré remake. Mais c'est Pokémon Company qui fait des remakes. Eux, ils font des remakes à l'infini de leurs jeux. Nintendo, ils en font pas Capitule. beaucoup, hein, quand même. Hein. Pas beaucoup. Il y a Samus Return, voilà, qui était un Ah oui, remake c'est vrai. de Metroid 2. Tout à fait. Mais on peut, Oui. oui, pour le coup, c'est un gros. Oh, mais en vrai, gros on les remake. compte sur les mains. Enfin, Mais tu vois, il faut prendre des remakes de jeux Game Boy NES qui datent des années du cul, tu vois. Sinon, toi, c'est pas des genres à te faire un remake d'un jeu PS3 sur PS4, tu vois. Ils font pas des trucs comme ça. Donc on verra, peut-être que ça peut être le cas. Et là, il y a Advance Wars qui arrive récemment, des remakes. Des remakes de jeux Game Boy Advance, ça peut le faire. Peut-être le prochain Mario Kart sera Mario Kart Advance Remake. C'est pas non. complètement fou, non. Pas du tout, Important, mon Foster. absolument pas. C'est le double dash que je veux. J'attends le double dash. Lui, il était fantastique ce Mario Kart. À 2 sur ton kart, là, au moins tu pouvais te prendre la tête avec ton pote, non seulement parce qu'il te balançait des carapaces dessus, mais aussi avec l'autre parce qu'il te faisait te prendre dans les virages, là, parce qu'il mettait des coups dans le kart. Ouais. Insupportable. Mais fantastique à la fois. Ouais, Beau souvenir. Des belles soirées avec tes potes, du coup. Hein. Ah, je suis un mec fun, moi. Ok, d'accord. j'ai joué à tous les Mario Kart, m'ont ultra saucé jusqu'au Wii. Et le Wii, j'ai arrêté. Sérieux. Super ouais. Mario Kart, dose de fun infini, on faisait des battles, des courses, machin. Mario Kart 64, des Incroyable, ça. week-ends entiers Ouais. dessus, courses, battle, machin, C'est pas le double meilleur. dash, des week-ends entiers, l'éclatade totale. Oui, Caca. Moi, je continue sur Wii. hein, Funky ça me moto va pas. comme ça. Oui, alors, Zéro fun. c'est Ouais, moins je- fun. ouais. Zéro fun. Ah, la moto, pas ouf, hein, je confirme. ouais. Oh Mario Kart 64, c'est un mec, c'était quelque chose. Hein. Ah, C'était quelque chose. ouais, c'est un sale jeu. Hein. Ouais, oui. Mais oui, on en a passé les soirs. Alors, je sais pas, peut-être que j'avais perdu mon âme d'enfant à cette époque-là, mais le Wii, J'ai perdu mon abdos. le Wii, j'en ai revendu ma Wii. Ah oui, carrément. J'ai acheté la Wii pour le jeu, j'ai fait le jeu, j'ai fait le solo, mais il n'y a aucune sensation de vitesse, il n'y a aucun punch, les routes sont comme ça. Et oh Bah, là, Tu sais, en vrai, moi, je l'ai Merde, senti dans comme ton ça. jeu. C'était un peu la console familiale de l'accessibilité où on voulait rendre le jeu très accessible aux plus jeunes. Moi, mes cousins, y ont joué très, très, très jeunes. Ça a été leur premier Mario, tu vois, Mario Kart. Et bah, maintenant, c'est pas leur meilleur souvenir.
Mais ça t'a permis quand même une petite prise en main, donc je pense que t'étais pas la cible à ce moment-là. Je pense aussi. Et attends, en plus, le jeu, il est très compétitif. Il a des mécaniques assez complexes. C'est juste une question de feeling. Franchement, le Wii, ça l'a pas fait. Et ensuite, le Wii U est sorti. Et là, l'éclatade. Et c'était de retour, tu vois. Et puis, la version Switch, c'est la même que la version Wii U. Donc, c'est la trop bien. Wii Et U. j'ai passé des heures. Je sais pas pourquoi cet épisode Wii, il est jamais passé. Jamais vraiment Petit passé. goût amer. Ouais, c'est comme le Mario Kart 7 sur 3DS, qui est fadasse. J'ai jamais vu un Mario Kart aussi fade que ça. Ouais, je l'ai pas fait. Franchement, vous l'avez fait ou pas? Non, Non. Il est sans saveur. mais à 3DS, de toute façon. Vraiment, le gameplay, les rebondissements, les courses, tout est sans saveur. Tout est... Est-ce Ouais. que, justement, toi qui l'as fait, Ouais, est-ce le qu'il y voilà. avait une plus-value avec la Oh, il 3D le dit. dessus? Hein? Il y avait zéro plus-value avec la 3D. Si, t'avais Mario là. des fonctions Street Pass, il me semble, ou des trucs comme ça, mais ouais, non. Ouais, pas fou quoi. Et le online était mieux que la version DS, quand même. C'est pas très Et le difficile. local marchait bien, mais c'est Mario Kart chiant version, quoi. Chiant, Je pense- merci. Je pense que c'est clairement à cause de la 3DS. De toute façon, le truc est un peu lent, t'as besoin de le voir. Et je pense que c'est clairement les grosses contraintes que les développeurs avaient dessus. Parce que on a eu le même souci en fait pour justement Smash 4, encore une fois, pour revenir dessus. La raison pour laquelle Smash 4 Wii U est aussi lent, c'est parce qu'il a été développé d'abord pour 3DS et que 3DS ne pouvait pas aller aussi vite. Normalement, la vitesse de jeu d'Ultimate, c'était celle qui était prévue pour Wii U. Ah ouais. Mais en fait, genre, parce que fallait faire la version 3DS et que ça devait être compatible, Ah, mais ça... tout a dû être méga Tout le ralenti. temps se Mais faire briser comme ça. je m'étais jamais fait la remarque, mais t'as tellement raison, mais c'est tellement ça en fait. C'est vrai que la 3DS, elle pouvait pas afficher une vitesse de jeu hallucinante Non. parce qu'elle avait pas cette puissance de calcul pour charger du décor ultra vite en fait. Mm. Et c'est pour ça que le jeu me paraissait lent et mou, même en 150. Mais tout s'explique, voilà. Comme quoi les limites sont Mystère. techniques, des fois. Un jour Mario Kart PS5, le Avec prochain plaisir. Mario Kart, on va voir. Ah ouais, Faut avoir un peu de puissance de calcul derrière. Calmons-nous. Je sais, ça parle beaucoup de Nintendo, on est sincèrement désolé, mais on va quand même continuer. C'est la sortie de Metroid Dread. On en parlera plus en détail dans les Amis Bro. 18 sur 20 sur JV et un métacritique à 88. Le jeu semble être très, 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 très bon. Bien qu'un peu court, visiblement. Alors là, tu vois, je faisais la remarque de Kena à 10 heures, Metroid Dread 10 heures aussi. Hein. Mm. C'est quand même. Franchement, les gars, à 10 heures Metroid. Bah, 10 Quand, heures. Hollow Knight Ouais, t'en as pour 20. Non, mais 10 heures, 10 heures un solo, même quel que soit le jeu, je trouve ça. Ouais, en plus, là, c'est un jeu à 60 balles. C'est pas. Non. Kena, il est moins cher, tu vois. Écoute, Donc, moi, je préférais avoir plus et être déçu par la narration en disant que c'est un peu trop lent et un peu trop long à un Ouais, moment, ou finir un jeu après 10 heures en suis disant content que c'est un parce- peu court. Je suis content, je sais que je vais pouvoir le finir en un week-end, le jeu, tu vois. Et puis, il y a Ouais. une rejouabilité avec les modes de difficulté et tout. Et ça. est-ce que t'as pas le droit d'avoir plus long et toujours bien écrit en fait, au bout d'un moment? Bah, C'est non, mais exigeant, hein. en fait, après, Ouais. c'est un peu une question de point de vue aussi. Mais moi, j'entends très souvent. Moi, je et veux même les deux, moi, hein, j'ai pour cette le coup. sensation-là souvent sur des jeux où je me dis, ah bah tu vois, il y a peut-être 2 heures que tu aurais pu m'enlever parce que la narration, voilà, a traîné, le rythme, il se ralentit et ça devient un peu moins digeste. Bah, je trouve que c'est moins grave de te dire, ouais, ces 2 heures-là, il y avait des longueurs, je me suis un peu fait chier sur les 15 heures de jeu, que de me dire, j'ai fait 10 heures, mais vraiment 10 heures, quoi. C'est-à-dire, pas une minute de plus. Ah, c'est hein. 10 bonnes vraies heures de plaisir que de me dire, j'en fais 12 avec 2-3 heures. Ouais, par Vraiment, contre, le gameplay a l'air au top, le rythme du jeu génial, Ouais. enfin tout s'enchaîne incroyable, vraiment les très bien. boss et tout. Après, vous savez, dans un jeu, ce que j'aime, c'est la rejouabilité. Et là, la rejouabilité, c'est très simple. Ce jeu, il est pensé speedrun. Ah, mais La complètement. rejouabilité, c'est le speedrun du jeu. Voilà. Et toutes les mécaniques sont faites pour aller de plus en plus vite, terminer le jeu extrêmement vite. J'ai hâte de voir ce que va donner le speedrun du jeu. Moi aussi. Parce que la rejouabilité, c'est vraiment terminer le jeu le plus vite possible. C'est incroyable qu'un jeu Nintendo soit pensé comme ça. Après, quasiment tous les Metroid 2D sont un peu pensés quelque part de la sorte. Et d'ailleurs, une des disciplines reines absolues du speedrun, c'est Super Metroid, donc la Bien version sûr. Super Nintendo, qui est probablement à la fois un des jeux les plus complexes à jouer, les plus techniques et les plus satisfaisants en speedrun. Mais bon, ça fait quand même pas long du tout. Mais oui, je comprends, vous préférez. Après, ça reste quand même un jeu. Moi, je fais la remarque parce que je fais la remarque pour Kena, tu vois. Le jeu, il est court. Et moi, ça me fait chier qu'un jeu soit peut-être un peu trop court. J'aime pas les jeux longs pour rien, mais
Je pense qu'en fait, ça dépend vraiment du type de jeu. Là, on parle d'un Metroidvania, et je pense la raison, Ouais, elle rentre, tu vis elle rentre plus pas de dedans. choses, c'est plus dense, tu te dis. C'est que déjà c'est dense, mais aussi et surtout aujourd'hui on va jouer un peu à un jeu, on va le poser, on va jouer à autre chose, machin, etc. Et je sais pas vous, mais quand je pose un jeu qui est long justement parce que j'ai pas le temps de le finir, je suis pris par autre chose, J'y reviens pas. et t'y reviens pas et t'as du mal. Et les Hollow Knight. Metroidvania Ouais. encore plus. Hollow Knight. Parce que Metroidvania, tu vas aller un point A, tu vas voir, ah mince, la porte elle est fermée. Bon bah demi-tour. Oh, yes, ça y est, j'ai trouvé la clé à l'autre bout. Ah oui, elle me permet d'ouvrir la porte que j'ai vue il y a 2 heures en arrière. Ok, j'y retourne. Plus ton Metroidvania va être long, et plus tu vas trouver ces différents chemins, ces différentes possibilités, et plus tu vas te perdre, et plus ça va être un enfer pour te retrouver. Alors évidemment, c'est les Metroidvania, c'est fantastique et tu kiffes. Par contre, ça quand t'es joueur où t'es pas forcément dans les Metroidvania et qu'en plus de ça t'es dans la consommation de différents jeux, les Metroidvania c'est les jeux les plus durs à poser et à revenir parce que tu vas tout oublier. J'ai trouvé cette clé, mais elle sert à quoi déjà cette foutue clé? Et là tu réfléchis, tu regardes ta map, tu comprends plus rien, t'es perdu dans tes signaux, etc. Et justement t'as cité Hollow Knight. Hollow Knight actuellement, je l'ai commencé, je suis allé loin, je suis incapable de revenir dessus parce que ça fait trop longtemps que j'ai arrêté pour me rappeler d'où j'en suis et où je dois aller, mais pas assez longtemps pour que j'oublie complètement le jeu et que j'ai la foi de tout me retaper parce que ça fait Ouais. 15 heures que j'ai joué en fait. Ouais. Donc au final, 10 heures c'est court, c'est vrai, mais je te rejoins là-dessus. Par contre, ça reste une expérience qui est maîtrisée, bien construite et qui au final, bah, tu passes 10 vraies bonnes heures. Alors moins cher. Ouais, après, on me fait la On remarque, en parle de vérité, Nintendo quand même. les Oui, autres, mais- les autres Metroid ont la même durée de vie, si ce n'est moins. Non mais vos arguments sont très bons, mais dans ce cas-là, moins cher. C'est que j'ai que ça à dire. Mais tu parles de Nintendo, Nanix. À quelle heure Après, on parle de Nintendo. Moi, je parlais aussi de durée de vie globale des jeux maintenant. Oui. Je peux prendre l'exemple d'un Call of. Hein. Le dernier Call of. Ça va, Kena. On prend Kena. Ou Kena, voilà. Le- Moi, ça me va. Franchement, Le prix, ce que tu dis est vrai, parce que tu vois, je sais, vous allez me t'aider pour ça, mais The Last of Us Partie 2, je l'ai toujours pas terminé, parce que j'ai dû le lâcher à un moment donné, et du coup, j'ai toujours ce côté, j'ai du mal à reprendre, parce que, est-ce que Là, c'est tout droit. Ah, là- hein. oui, non, mais c'est pas. T'en Je suis fous. sur une mécanique où je dois flinguer des monstres, où je me rappelle de la mécanique dans laquelle ils se déplacent dans la pièce, etc. Je suis en mode, oh, ça va me saouler de me dire, faut que je perde peut-être un 5-10 minutes de temps à bien comprendre leur déplacement, pour pouvoir bien les buter, etc. Alors, et franchement, j'ai juste, en ce moment, pas le temps d'y retourner, et je me dis, bah ouais, donc je me reconnais dans ce que tu dis. Mais moi, ça me va, ce côté, oui, faut pas que ce soit trop long pour que le joueur puisse y retourner plus facilement, moins cher. C'est tout. Je te rejoins à 100%. Voilà. Mais- Ah, mais. La fin du jeu, c'est pas un problème, tant qu'on pense à la rejouabilité. C'est que je suis pas trop un mec des jeux étagères payés plein pot, moi. J'aime bien les jeux, il y a du contenu à faire quand même à l'intérieur. Tu peux y retourner, tu peux faire ça, soit c'est long, soit au moins tu peux y retourner. Et si t'as pas envie d'y retourner, grand bien te fasse, tu vois. Mais au moins, le joueur qui a envie de retourner dans son jeu. Là, ce Metroid, tu le finis à 100%, ça te prend 2 heures. Soit t'es un speedrunner et t'y retournes, tu fais le mode difficile, ouais, et la carotte du mode difficile, comme dans Zelda. Soit, bah, c'est l'étagère. Donc, Oh. bah oui, non Violent. mais qu'est-ce qui attend? Combien de Ah, jeux c'est- t'as posé sur l'étagère sans jamais pu y retoucher, Lox? Combien de jeux, vous, dans le chat, vous avez reposé sur l'étagère sans plus jamais y Je retoucher? ne veux pas Évidemment, compter on est le tous- nombre on de jeux dans mon étagère. On est Mais, tous comme ça. mais tu vois, genre, ceux que j'ai en physique typiquement et que je mets dans l'étagère, ce sont les jeux. À n'importe quel moment, je les ressors. Tu vois, il y a un Diablo qui traîne, hop là, je le ressors, je le relance et je m'y remets. Donc je garde encore du plaisir sur certains jeux, mais bon, soit un Diablo, c'est une rejouabilité, quoi. Voilà. Donc forcément, il n'y Tout à a, fait. pas de problème Tout à fait. avec. Mais j'avoue que les jeux qui n'ont pas de rejouabilité, généralement, comme tu dis, quoi, ils sont même pas dans l'étagère, ils sont dans un box. Genre, ils sont camouflés, ils restent dans leur côté. Mais il y en a des très bons et je pense que c'est un peu une question de point de vue, quoi. Je pense que même des jeux qui n'ont pas de rejouabilité se font rejouer après 1 an, 2 ans, 3 ans, Ça, par on pur t'oublie un petit plaisir. peu. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, Ouais. t'oublies un petit peu. Ouais, c'est ce que dit dans le chat le comment. Le Metroid, c'est souvent des jeux où les gens reviennent dessus et Ouais. essayent de faire des. Moi, sur Game Boy, essayent de j'y faire retournais tout le temps. jeu. C'est vrai que le nombre de fois que j'ai refait Metroid Fusion, c'est hallucinant. Ta Metroid C'était- Fusion, je l'ai fait Fusion 3 fois. était- Super Metroid, je l'ai au moins fait 5 fois. J'avoue que je retourne sur ces jeux. Eh, c'est marrant, je suis incapable d'en revenir sur des jeux à un joueur. Genre, Ça. je l'ai fini, mon expérience a été faite, Ciao. et C'est je. bon, Ouais, quoi. ciao, tu vois. Genre, Ouais. ok, c'est bon, j'ai vécu le truc. 7 15 fois. Oh, Quoi Mais frérot. Oh là, t'abuses, Ken. Vraiment, je le faisais quasiment tous les ans au moins une fois.
D'accord. FF7. Ah, ton vrai mais cœur, quoi. ok. Mais c'est Avec, marrant, avec le même plaisir à chaque fois. Ouais. incroyable. Et je compte pas le nombre de fois où j'ai fait certains jeux Pokémon. Certains jeux Pokémon, des fois, entre la version et la version plus, c'est tellement les mêmes que j'ai l'impression de refaire le même jeu. À rigueur, ouais, il y a peut-être un Pokémon à rigueur que j'ai fait plusieurs fois pour, Ah. Et Pokémon, pour citer l'exception. Pokémon à refaire, c'est très fun parce qu'il se passe jamais la même chose. Et là, c'est encore l'exemple des Pokéres. Toi, on a relancé Emerald. Emerald, ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais joué. Je rejoue à Emerald, je fais putain, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. T'as un starter pourri, mais juste après, t'as un Pokémon de ouf qui tombe de façon complètement random. Ah, ça rechange toute ta game. C'est cool. Mais ouais, FF7, c'est vrai que j'avais fait plein de fois. Alors que Mass Effect Trilogy, tout à fait dans le chat, pas trop. C'est vrai que Pas trop. pas trop refait. Moins. Un peu Moins moins. refait. Moins. Un peu moins. Par contre, un Halo ou un Diablo, Mais c'est là où faut vraiment du courage, que autant les autres médias, genre vas-y, t'as maté un film que t'aimes bien, tu te le remates, ça prend 2 On est heures. d'accord. point barre. Mais c'est vrai que genre te refaire un jeu complet encore, alors là on parlait de 10 heures, on disait que c'était court, là tu parles de FF7 Ah, qui c'est- dure mais des dizaines d'heures, tu vois, et quand, tu vois, en me projetant un peu, je me dis les seuls jeux que je me referais, c'est des jeux justement très courts, à la Firewatch ou à la Journey par exemple, qui sont des expériences plutôt Ce que interactives. tu dis, c'est ça, c'est que moi, quand je me refais un film, je me dis à chaque fois, ah, putain, des fois, je suis là, j'ai le DVD ou le Blu-ray, je me dis, c'est 3 heures, mec, quand même. Enfin, tu kiffes, mais c'est 3 heures, quoi. Il faut que tu aies 3 heures devant toi. T'as pas les 3 heures. Laisse tomber, genre le Seigneur des Anneaux. Je me refais la trilogie tous les ans. Et tous les ans, c'est le même débat. À chaque fois, je me dis, mais là, j'en ai pour 9 heures, quoi. Enfin, Ah, mais tu prends tout le week-end. Tu fais ton C'est week-end ça, Seigneur j'en ai des pour 9 Anneaux. heures, quoi. Après, c'est que du plaisir. Je connais les films par cœur. J'ai les répliques et tout, mais c'est toujours un bonheur à chaque fois, quoi. Mais un film, oui, un jeu, j'ai beaucoup plus de mal. Ah, moi, c'est les deux, hein. Aucun problème. Hein. Mais je sais que quand j'étais petite, je pouvais aller voir 5-6 fois le même film au cinéma. Genre La Guerre des Mondes, je crois que je l'ai vu 8 Oh la fois. volonté. Je l'ai vu 8 fois. Camelot 200 Ça et- fois. Ouais. Non, non, Camelot, non, moi. Marvel Avengers, Non. 20 fois ici. Ah, 20 fois Avengers, le premier, une vingtaine de fois ici. Ah ouais. Et tous les ans, je me le remate sans problème. Ah, Hein. ouf. Ah, ouais, non, là, par contre. Quel grand moment. 20 fois, mais Ah ouais, Nani, 20 c'est fois, trop. 20 Tu fois. pourrais Mais écrire le Nani, scénario, toi. Dont- Les champions du monde. dont 5 fois au Cinoche, si je dis pas de bêtises, ouais. Ah, moi, je te parlais vraiment d'aller au cinéma pour les revoir. Hein. Ah, non, C'est- non, non. Genre, j'ai vu le film, j'ai pris ma claque, j'ai trop écouté. Ah non, moi je te parle de fait de le revoir. Après, le c'est- revoir aussi chez toi. Ouais. Ouais, et même le revoir dans l'avion. donc. J'ai vu la saga Harry Potter 3 fois au moins, l'intégrale. Harry Potter Mais ça aussi. va, ouais. ça. Mm. Après, c'est limite. Je me le fais pas Ouais, tous Harry par contre. Potter, hein. c'est un film Je qu'on a sélectionne. Hein. tous vu plusieurs fois. Lors du Phénix, ça va. Hein. Non. Enfin, Ah non. on va se calmer. Hein. Je retire. Je retire. Comme ça cité dans le chat, parmi les jeux, on revient souvent dessus. Des jeux comme Dark Souls, c'est vrai, c'est des Bah jeux voilà. qui sont souvent rejoués. Et Évidemment. Dark Souls. Ah si, il y a Batman. Il y a les Batman. Batman Arkham Asylum. Arkham, ouais. J'ai déjà refait plusieurs fois. Ouais, Ah d'accord. ouais. Celui-là, ouais. oui. Parfois on a nos jeux du cœur hein, quand même. Hein. C'est vraiment, Les Batman, j'ai un peu plus de facilité à retourner. Là. c'est incroyable. Bah, Je le finis bon, jamais à je 100%. Hein. pense que Metroid, ça a l'air un peu ce genre de jeu-là. Surtout s'il est très très bon. C'est des jeux sur lesquels on aura tendance à retourner, ne serait-ce que pour éprouver notre plaisir et la satisfaction de déplacer Samus. Voilà en tout cas, sera-t-il le candidat au jeu de l'année? On ne sait pas. En tout cas, une bonne note. On revient sur le créateur de Yakuza. Qui quitte Sega. Toshihiro Nagoshi a confirmé son départ. Il y avait des rumeurs qui étaient sorties sur Bloomberg comme quoi il était déjà en discussion pour partir. On l'avait vu sur la promotion de Lost Judgment, il me semble d'ailleurs récemment. Donc, c'est ni plus ni moins celui qui a inventé la saga la plus populaire aujourd'hui chez Sega, la saga des Yakuza connue chez nous, Ryuga Gotoku en version originale japonaise. Et ce dernier se barre. Et il se barre pas pour un petit, il se barre pour NetEase, le géant chinois qui... c'est pas eux derrière Genshin d'ailleurs, NetEase. C'est soit l'un soit l'autre, hein, de toute façon. Hein. Attends, c'est MiYoYo et... Si... Je crois La colle. si. MiYoYo, c'est qui? C'est NetEase ou Je c'est... crois que si, c'est NetEase ou derrière. c'est celui qui est C'est en Riot, là, comment il s'appelle? Tencent. Bah, c'est ce que je me dis, c'est soit l'un, c'est soit l'autre. Mais si je te dis pas... Non, c'est Tencent. C'est Tencent, tu penses? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je pourrais aller regarder, mais je vais le ne faire. sais pas, j'en sais rien. Je suis sûr que le chat... Je vais pas dormir tranquille. Le chat là. En tout cas, il s'en va et il rejoint son ami Daisuke Sato, qui lui aussi avait quitté Sega, qui était lui aussi un des chefs de direction sur Yakuza, qui avait travaillé sur la licence Virtua Fighter, sur la licence Daytona, et de regarder un peu tous les jeux sur lesquels avait travaillé
Nagoshi, et tous ces jeux-là, tu les kiffais. Hein. Bah, c'est assez monstrueux, quoi. Le mec, il est rentré, il a commencé à bosser chef producer sur Virtua Racer, qui est quand même, au niveau des jeux de course en 92, on parle, hein, qui a été quand même un des jeux de course qui a mis une sacrée claque. Il a bossé, comme tu l'as dit, de toute façon, il a créé les Yakuza. J'ai plus la liste en tête parce qu'elle est vraiment assez monstrueuse, mais beaucoup de jeux cultes de chez Sega, c'est de cette personne. Je pense à Fantasy Star Online 1-2, là, dans ceux qui me vient en tête. Fantasy Star Online, c'est lui, c'est vrai. Ce qui est quand même assez énorme en vrai dans le. Monstre, hein. C'est pas rien chez Sega, c'est pas juste Et un il part mec. pas tout seul en plus. Hein. Il part pas tout seul. Il part pas tout seul et waouh, ça fait mal. Hein. Donc ça, c'est pas juste un mec qui a fait « Oh les gars, j'ai une idée de génie, je vais faire Yakuza ». Non, c'est un mec qui a porté Sega sur son dos depuis 30 piges. Le fait qu'il se barre en effet d'un coup d'un seul, on en parlait un peu en off, c'est qu'en effet, ça a dû proposer un contrat qui doit être assez énorme pour aller en plus du coup côté chinois, c'est quand même assez énorme aussi, je pense, au niveau de la rivalité entre Chine et Japon. C'est assez impressionnant. Après, évidemment, au vu des dernières restrictions de loi chinoise, ils n'ont pas pris un développeur qui fait des lolis, quoi. Donc, ils ont su qui récupérer. Shenmue aussi, par exemple. Voilà, les Super Monkey Ball. F0GX, meilleur jeu, je vais rien savoir. C'était lui derrière Super Oui, Monkey il est producteur Ball. sur F0GX aussi, parce que c'est lui qui a inventé la saga Monkey Ball. Il est producteur-directeur de la saga Monkey Ball. Donc, Monkey Ball, c'est lui. Et ceux qui ont inventé Monkey Ball, c'est ceux qui ont fait F0GX. On en parlait mercredi, justement. Voilà, Yakuza 2, Sonic Riders, Spike Hood. Puyo, Kaneureux. Et ouais, Aïe. le mec est absolument partout dans Sega. Enfin, franchement, putain, le mec, il a fait tous les jeux Sega, en fait. Ça veut rien dire. C'est fou. En fait, tous les succès de Sega sont bien. Quoi. Un peu. Lui, c'était la deuxième légende après Yu Suzuki. Ça fait mal. Ça fait très mal, mais surtout, pourquoi faire ? Parce que si NetEase propose autant à une personnalité comme ça, c'est qu'il y a probablement une volonté derrière de faire quelque chose. Mais vous le savez, et tu nous en avais un peu parlé, Lox, mais tu feras peut-être un sujet un peu plus détaillé là-dessus. Les règles chinoises pour développer un jeu, sauf pas le Japon. Hein. Tu pourrais même utiliser le mot restriction. Exactement. Je vois bien le mec arriver devant NetEase dire écoutez, on va sortir un jeu vidéo en Chine. C'est l'histoire d'un yakuza japonais qui retourne les triades et qui tue tout le monde. Il y aura des gerbes de sang partout. Non. Il prend des on va voir un photos cadavre. dans les vestiaires Non. aussi. Il aura des idées politiques. Non. Ça va être très compliqué quand même. Les censeurs en Chine font leur taf, hein, littéralement, et pour le coup, ils sont plutôt dans la restriction, dans des valeurs bien uniformisées pour tout le parc des jeux qui sortent en Chine. Pas de violence. Entre autres, pas de sang, pas de sang, il y a plein de clauses qui rentrent en compte là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'informations et de contenu, et j'espère pour lui, je lui souhaite de s'épanouir tout de même au milieu de toutes les contraintes qu'on risque potentiellement de lui imposer à l'avenir. Ça me fait un peu mal, ça me pique un peu pour Yakuza quand même. Après, la licence n'est pas morte, Yakuza. Il a remis la licence sur un nouveau rail avec Yakuza Like a Dragon, tu vois, qui est un JRPG et qui est génial, franchement. Et qui est génial. Il y a Lost Judgment, qui est aussi encore très bon, qui vient de sortir sur PS5, et il y aura très probablement des suites à ça. Le mec de Sega, il roule un peu sur un chemin un peu donné. Maintenant, il les laisse pas à poil non plus, quoi. Maintenant, il y a deux questions. Évidemment, il y a sûrement des budgets, des conditions monétaires, et peut-être qu'à un bout moment, tu t'ennuies de faire tout le temps la même chose. Est-ce qu'il n'avait pas fait le tour un peu? Voilà. Ouais, et puis même, j'ai l'impression que Sega est un peu dans une position un peu difficile. Ça Mais voilà. Quand tu prends les actualités de Sega, c'est à coup de fermeture, à coup de bureau en moins, à coup de salariat ouais. disparu. Et là, en fait, c'est le départ qui est un indicateur un petit peu de faiblesse, et l'alarme rouge. Parce qu'il part pas pour n'importe qui, il part pour une entreprise chinoise. Un japonais, et lui c'est le japonais du Japon, il a fait Yakuza, c'est sûrement un ancien Yakuza de toute façon. Un ancien Yakuza qui parle pour une société chinoise. Autant vous dire, à mon avis, c'est que les projets et les perspectives chez Sega, ça doit pas lui plaire. Non, mais c'est surtout que ce qui doit lui être proposé est juste énorme, parce que je veux pas croire que seulement une entreprise chinoise l'a approché. Je refuse de croire qu'un génie pareil ait pas été approché par d'autres développeurs japonais. Mais le fait qu'il rejoigne son pote aussi, cela dit, c'est pas non plus très anodin d'avoir envoyé déjà une première personne qui a su un peu tâter un peu la température, voir un peu ce qu'elle allait se dire. Ok, d'accord. Comment ça se passe pour toi là-bas Frérot, puis frérot, viens en fait, viens, il y a un truc de ouf qui est en train de se faire.
Et même si NetEase est une entreprise chinoise, vous savez que NetEase et Tencent, aujourd'hui, c'est tellement des géants. En fait, ils cherchent réellement à développer, à s'implémenter sur un marché qui n'est pas le marché chinois. Donc, ailleurs, développer des jeux aussi pour d'autres pays. Donc, le reste de l'Asie, l'Europe, l'Amérique. Et ils cherchent à recruter des talents aussi pour pouvoir développer des jeux comme ça. Et quoi de mieux pour pénétrer le marché japonais que quelqu'un qui le connaît parfaitement, qui connaît ses codes et connaît les trucs. Et les Chinois peuvent très bien développer des jeux qui pourraient fonctionner super bien sur le marché Et japonais. puis là-bas, ça y va en ce moment en termes de production. Ils ont des équipes. Ouais. En fait, ils ont oui, ils ont fait l'acquisition, plutôt même, on va dire, d'un savoir-faire aujourd'hui qui est quand même, on le voit pas assez, mais il y a plein de studios qui sont en gros des studios qui travaillent en partenariat avec les gros studios qui produisent des AAA, qui leur fournissent les assets, qui leur fournissent énormément d'animations et autres. Et aujourd'hui, ils ont vraiment, ils ont tout ce qu'il faut en fait pour vraiment devenir massifs, en tout cas des entreprises majeures dans ce milieu-là. Et moi, ça m'étonne pas. Regarde Black Myth, Wukong. Ouais. Tu vois, la réalisation, derrière, c'est quoi? C'est encore un studio avec un savoir-faire qui a longuement travaillé, qui aujourd'hui est capable en fait d'être force de proposition et d'arriver sur le terrain. Et je me dis, avec ce type de personne qui vient rejoindre leur rang aujourd'hui, mais vas-y, on va voir dans 10 ans, mais bel augure quand même l'avenir en Chine de ce côté-là. On verra. Donc ça pose les problèmes de la situation de Sega. Est-ce que Sega n'est pas vraiment en situation de se faire racheter, de changer de réelle direction? Et par qui? Exactement, par qui? Quel projet est-ce qu'ils ont réellement sur le tapis? La question aussi de que va faire réellement le géant chinois avec l'un des plus gros producteurs japonais de son temps. Plein de questions. En tout cas, le monde du jeu vidéo change énormément ces derniers temps et les mouvements sont importants. Les rachats le sont aussi. Et on verra évidemment ce que tout ça donnera dans les années à venir. Ceci termine notre retour sur l'actu. On va passer à la partie interview puisque Benoît Besson est justement là derrière la porte. Il va pouvoir nous rejoindre sur le plateau. Je vais t'inviter, Lox, à te décaler Évidemment. et à faire venir le micro de Nicolas. Pourquoi j'ai dit Benoît? Je sais pas. N'importe quoi. Nicolas Besson, il est là. Let's go. Apportez les couverts. Tous à poil, c'est parti. Je t'en prie. Oh là là, tu m'as fait plaisir. En plus, le plus beau t-shirt de l'histoire. Ça régale. C'est le plus beau, mais j'ai un peu fait exprès. Tu régales. Coucou Nico, comment tu vas? Ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir, c'est super gentil. Voilà, c'est un immense plaisir. Alors, tu viens dans le cadre justement de ton métier. Tu es sociologue et prof spécialiste dans la question du jeu vidéo et de l'e-sport. Je te présente comme ça, tu nous détailleras plus en détail ce que tu fais. Et tu es là pour nous parler des bienfaits du jeu vidéo sur, que ce soit le comportement des gens, la sociologie, le développement personnel. Ça fait très plaisir de t'accueillir ici. Est-ce que tu peux te présenter et décrire un peu ton métier pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas? Ouais, avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire que je travaille à l'université. Mon temps, il est partagé à la fois entre enseigner aux étudiants, donc donner des cours de la première année jusqu'à la 5e année de la fac. Donc moi, je suis en sciences et techniques des activités physiques et sportives. C'est généralement les parcours qui orientent les étudiants à devenir enseignants d'EPS, les profs de sport que tu as eu au collège et au lycée. Ouais. STAPS, Ah oui. exactement. Staps. Exactement. Mais les étudiants peuvent faire d'autres métiers. Ils peuvent travailler dans plein d'autres choses. Et donc moi, j'interviens auprès de ces étudiants. Et puis l'autre partie de mon métier, c'est aussi de faire de la recherche. Et donc moi, je fais plutôt de la recherche en sciences humaines et sociales, donc plutôt en sociologie, en anthropologie, en ethnologie. C'est un petit peu mes compétences, on va dire. Et depuis mes travaux de thèse de doctorat, donc c'est depuis 2012, je me suis intéressé à l'e-sport. Ma thèse, je l'ai faite plutôt sur les scènes de jeux de combat, et notamment la scène Mortal Kombat, scène Mortal Kombat X à l'époque. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré plein de gens adorables dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, j'ai plein de thématiques de recherche sur lesquelles
lesquels je travaille, que ce soit l'implication motrice ou l'engagement corporel des joueurs dans leur pratique, ce qui fait la performance dans l'e-sport, entre autres. Je m'intéresse aux questions d'institutionnalisation de la pratique par les différents pouvoirs publics, que ce soit les ministères ou les gouvernements dans les différents On pose pays. souvent des questions, on va te chercher, on te demande souvent des choses par rapport à ça. Le gouvernement ? Ouais, alors en fait, c'est que ça, c'est ma deuxième casquette, c'est que j'ai une activité associative au sein d'une association qui s'appelle France e-sport, qui est qui est une association qui réunit une grande partie des acteurs de l'e-sport et du secteur français. Ça réunit à la fois des joueurs, des organisateurs d'événements, des équipes, des agences et les éditeurs, donc les ayants droit. Et cette association a été créée à la demande du gouvernement pour avoir un représentant de la filière. Donc on n'est pas le seul interlocuteur du gouvernement, mais c'est vrai qu'on travaille depuis maintenant pas mal de temps avec les différents ministères ou les différentes collectivités territoriales. Donc on m'interroge des fois là-dessus. Ouais. Tu es toi-même joueur ? Pas tant que ça, pour être très honnête. Moi, j'ai grandi en faisant du sport. Pas tant parce que mes parents étaient contre l'idée que je fasse du jeu vidéo, mais j'étais tellement surtout avide de sport que t'as pas une journée, ça compte que 24 heures, donc tu peux pas tout faire. Mais par contre, autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont joueurs donc j'ai découvert le jeu vidéo principalement à partir du collège. La Nintendo 64 m'a beaucoup marqué. J'ai des souvenirs sur GoldenEye, sur Snowboard 1080 et des choses comme ça. C'était les vrais jeux. Des soirées, des nuits endiablées. FPS. Voilà. Et même. ouais. Non, et j'ai eu une Saturn aussi. J'ai eu une Sega Saturn avec le pad analogique là. Un élu. Voilà. Ça, c'était un gros truc pour moi aussi. Et puis ensuite, surtout, j'ai découvert l'e-sport avec StarCraft en 98. Moi, je rentrais au lycée en seconde. J'avoue. C'était l'époque où il y avait encore pas mal de salles de jeux en réseau. Il y avait une salle qui s'appelait Akirion, qui était juste à côté de mon lycée, qui était détenue par Nicolas Serrato, Incolas, pour ceux qui le connaissent. Nicolas. Et donc, moi, c'est là où j'ai découvert StarCraft et j'ai découvert que j'étais nul aux jeux vidéo. Voilà, mais on dit pas ça, c'est pas vrai. On est tous des joueurs pro ratés. Voilà, exactement. Alors, que les ratés moi, qui je suis sont même autour des plateaux comme ça, sinon ils jouent les gens. Alors à ce moment-là, moi je suis même un joueur amateur raté, tu vois. C'est vraiment monter ça. pro Là. avec nous. C'est gentil. Donc voilà, je vois les images, ça m'a marqué quoi. Broudoir. Et alors moi en plus je fais partie des gens qui ont même pas réussi à passer à Broudoir parce qu'ils ont détesté les lurkers, parce que jouer contre des lurkers c'était un enfer pour moi, j'étais très mauvais. Donc voilà, et StarCraft 2 quand c'est sorti, j'ai fait partie des gens qui faisaient la queue à la Fnac à minuit, tu vois, pour acheter StarCraft 2. Excuse-moi, t'as quand même une fibre de gamer prononcée. J'ai une fibre, mais j'y passe pas suffisamment de temps, quoi. Et donc j'ai beaucoup aimé la licence StarCraft. Et puis quand League of Legends est sorti, j'ai un peu joué pendant, je crois, saison 4, saison 5. J'étais un OTP Soraka support, l'enfer, vraiment le mec qui fait rien d'autre, quoi. Et puis après, j'ai moins eu le temps, les études, je suis devenu papa aussi, tu sais ce que c'est. Bref, tout ça. Mais enfin, je veux dire, tu sais ce que c'est. C'est toujours beaucoup moins de temps disponible pour faire plein d'autres choses. Et là, depuis le confinement, j'ai trouvé du temps avec, en tout cas, j'ai trouvé TFT en tout cas, qui correspond bien au temps que j'ai disponible. Beaucoup de personnes me disent ça, les TFT, tu sais, les Battlegrounds, Hearthstone, tous ces jeux qui sont un peu des auto-battleurs, où tu peux jouer sans trop être impliqué, faire quand même un petit truc à côté. C'est des jeux qui cartonnent ça dans l'ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un peu des 3 axes distincts sur lesquels tu as étudié l'impact du jeu vidéo? Ouais, alors généralement, quand on parle finalement de l'impact du jeu vidéo sur à la fois les comportements ou la santé des joueurs et des joueuses, on essaie d'essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple, c'est qu'il y a à la fois des impacts sur, on va dire, les aspects physiques, la dimension physique du corps ou de la santé du joueur, la dimension à la fois psychologique, cognitive, mentale des joueurs, et puis la dimension sociale. Moi, pendant mes travaux de thèse, je me suis énormément intéressé, bien évidemment, parce que je suis sociologue, aux impacts sociaux du jeu vidéo, mais aussi aux impacts comportementaux qui seraient plus proches de la psychologie sociale. Donc je me suis intéressé aux comportements à la fois sociaux, donc c'est-à-dire les interactions de partage, les interactions amicales qu'il peut y avoir, ou au contraire les interactions qui seraient plus proches des comportements agressifs, qui peuvent, en tout cas, qui questionnent beaucoup le grand public. Comme quand on est dans sa voiture en plein milieu. Exactement, qui sont souvent liés à de la frustration. Par exemple, mes travaux m'ont permis, moi, de mettre en évidence que c'était pas tant le jeu lui-même qui était, on va dire, un déclencheur de comportements agressifs sur l'instant,
Moi, je suis incapable de dire si ça a un impact sur le long terme, d'accord ? Mais sur l'instant T, c'était plutôt la manière de pratiquer. C'est-à-dire que moi, les joueurs, c'était des joueurs de Mortal Kombat. Donc, c'est un jeu qui est extrêmement décrié pour sa violence visuelle, qui avait été pointé notamment du doigt par Bill Clinton lors de Columbine en 99, lors de la tuerie de Columbine. Et donc, il avait fait partie des jeux qui avaient été cités par le président américain. Donc, clairement, un jeu qui souffre d'une image un peu délicate, mais qui est aussi connu pour ses fatalities et donc sa violence décomplexée proche du gore. Et donc, il y a beaucoup de gens qui estiment qu'un jeu violent, quand on y est exposé ou qu'on le pratique, bah forcément, ça va avoir un impact sur des comportements agressifs. Banalise la violence. Exactement, c'est ça. Et surtout, par des systèmes de valorisation à l'intérieur du jeu qui valorisent finalement cette violence-là parce que ça te rapporte des points. En tout cas, tu mets des coups à l'adversaire et c'est comme ça que tu l'emportes, quoi. C'est vrai, ça. Et ben, en tout cas, moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'était pas spécialement le cas. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, les travaux de recherche qui essaient de dépasser simplement justement le contenu du jeu vidéo, mais qui s'interroge sur finalement plutôt la façon de pratiquer entre jouer de manière coopérative, jouer de manière compétitive ou jouer en compétition. Je fais la différence entre jouer de manière compétitive, c'est-à-dire en PVP, mais jouer en PVP en compétition. Bah, finalement, il s'avère que c'est plutôt l'enjeu de la partie qui va avoir finalement un impact plus important sur les comportements des joueurs, et notamment leur comportement agressif. T'évoquais dans la voiture où finalement on peut avoir des phénomènes de frustration qui donnent envie d'insulter tous les autres automobilistes quand on est bloqué. Voilà. Bon, bah, ça, c'est pas parce que c'est une voiture en particulier, c'est pas parce que c'est une Bugatti Veyron Allez, suivez, me casse les pieds quand même. Un point pour toi, je suis assez d'accord. Je plus sois. Mais voilà, c'est plutôt un contexte. Et donc, moi, ce que j'ai découvert, c'est typiquement, moi, je pensais que j'avais mis un protocole expérimental en place où j'avais demandé aux joueurs de jouer à l'entraînement et de jouer en compétition. Enfin, je les regardais dans ces deux situations et je me disais, bah, en compétition, il y a un règlement, il y a des comportements autorisés, des comportements proscrits. Tu peux pas faire n'importe quoi, sinon tu peux potentiellement perdre une manche, perdre le match, être disqualifié si tu fais n'importe quoi, si tu jettes ta manette ou ainsi de suite. Et je me disais, donc là, on va avoir moins de comportements agressifs. Et puis au contraire, à l'entraînement, vu que c'est libre, les joueurs, ils peuvent se lâcher. Tu vois, le free play, tu vois, t'es en session offline chez un pote et tout ça. En fait, c'est le plaisir. Exactement. Et ben en fait, ce que j'ai découvert, c'est que c'était plutôt l'inverse. Ça allait à l'encontre de ce que je pensais. C'est qu'en fait, à l'entraînement, les joueurs, ils sont sans pression. Ils sont là, ils déroulent leur truc, ils répètent leur gamme, et ils répètent leur exécution, ils répètent toutes leurs ouvertures et ainsi de suite. Et puis que par contre, en compétition, notamment sur la scène Mortal Kombat, à cette époque-là, c'était la MK Cup, il y avait un peu d'enjeux financiers. C'était une scène qui était où il y avait potentiellement des qualifications pour passer sur la MK Cup Europe, pour se qualifier pour l'Evo ou des choses comme ça. Là, les joueurs, par contre, là, avec l'enjeu, tout d'un coup, les comportements d'emportement, de frustration étaient beaucoup plus visibles. Et donc, finalement, c'est pas tant le jeu en lui-même qui va influencer ces comportements et le contexte. Et donc, en fait, tu peux jouer à Tetris ou jouer à Mortal Kombat. Là, en fait, aucun des deux jeux ne va particulièrement avoir d'impact sur tes comportements, mais c'est plutôt la modalité dans laquelle tu vas jouer à ce jeu-là. Donc, hyper important, l'environnement de pratique. Et ça, c'est quelque chose qui, même lorsque l'on parle de l'addiction aux écrans ou à des choses comme ça, c'est pas tant le temps d'écran ou quoi que ce soit, c'est le contexte. On va revenir justement là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler des aspects du jeu vidéo qui permettent de développer les compétences humaines? Vous parlez de plusieurs aspects que toi, tu as étudiés. Est-ce qu'il y a certains aspects du jeu vidéo qui permettent de développer certaines compétences chez nous, les humains, des bienfaits? J'aime bien parce que tu présentes bien la chose. Tu dis certains aspects du jeu vidéo pour certaines compétences. Je pense que le plus important, c'est qu'il faut faire des nuances. C'est-à-dire, on peut pas. Je me permettrai pas de dire le jeu vidéo en général a des bienfaits. C'est comme je vais pas dire le sport en général. Il y a une différence entre les compétences qu'on va développer en faisant de la natation ou du tennis de table. C'est ouf. C'est pas les mêmes compétences que tu développes. Et donc, selon les jeux, aujourd'hui, il y a à peu près 3000 jeux qui sont édités chaque année. Si on suit les chiffres du CEL, chaque jeu a son propre gameplay, et donc chaque gameplay, c'est une expérience particulière qui va faire appel à différentes compétences. Et donc, certains jeux vont développer plutôt des compétences qui vont être de l'ordre du physique, que ce soit en termes de dextérité, en termes de dissociation entre les deux mains, tu vois, le clavier-souris, que ce soit en termes de coordination œil-main. Et aujourd'hui, il y a des études qui montrent, par exemple, que les nouvelles générations de chirurgiens qui ont grandi grâce aux jeux vidéo et qui ont joué avec des périphériques de contrôle, vu que la chirurgie elle est de plus en plus assistée par robotique et avec des joysticks, notamment pour des opérations du ventre type qui sont non invasives, qu'on appelle des laparoscopies, et où on fait des petits trous, et on met des caméras et on opère avec finalement
des périphériques de contrôle, et ben les nouvelles générations, elles font 35% d'erreurs en moins lorsqu'elles opèrent que les anciennes générations qui n'ont pas grand... Hey, Les joueurs manettes, ouais. le jeu vidéo dans votre estomac. C'est le clavier souris 1, voilà. Mais par exemple, je me suis fait opérer d'une appendicite en janvier dernier, ça m'est arrivé hyper tard. C'était un robot qui t'a opéré? Et c'est le premier truc que j'ai demandé au chir, tu vois, là on les voit, les images en haut à droite. Le premier truc avant qu'il m'endorme, j'ai dit, tu joues aux jeux vidéo? Il m'a dit, non, pourquoi? Je dis, parce que vous êtes meilleurs ceux qui jouent aux jeux. Let's go. Il ne se réveillera jamais. Donc voilà, certains jeux, en tout cas, peuvent permettre de développer certaines compétences. Par exemple, il y a d'autres études sur les aspects plutôt cognitifs ou psychologiques. Il y a des études auprès des joueurs de StarCraft qui ont montré que les joueurs de jeux de stratégie en temps réel, donc il y avait 2 groupes. On a fait un groupe qui jouait à StarCraft, un groupe qui jouait aux Sims. C'est généralement ça qu'on prend comme groupe contrôle. Le groupe témoin, Ouais, c'est les exactement. joueurs des Sims. Ah ouais, Parce que le jeu en lui-même, quoi. Je salue tout le groupe témoin. Ici, ça n'a rien de péjoratif. non, pas du tout, pas du tout. Et les jeux de simulation de vie sont hyper cool, mais c'est juste que ça sollicite moins de dextérité et moins de compétences cognitives. C'est pour ça qu'on les prend comme groupe contrôle. Et qui sont très populaires aussi. Et en plus, Et ça développe le sens de l'empathie. Oui. par exemple, Non. Ou pas. Ah, Ou pas, parce que moi je j'étais sais vraiment pas. sadique. c'est ça aurait été- sadique avec les, les pauvres. Tu n'aimes Ouais. pas ton prochain. Non mais je voulais pas jouer. Au pire je jouais pas. Je jouais pas. Donc, Ouais. Et ressortir ce qu'il y a de plus Architecte. vilain, nous aussi. En hein, fait, des Mais fois. T'aimes pas ton prochain, quoi. C'est aussi un truc, mais le coup d'enlever une échelle dans une piscine, voilà, si tu l'as pas testé, c'est pas marrant. Non mais, Ah ouais, vraiment, vous aimez pas votre prochain. Tout le monde a foutu son chien à la piscine, Ouais, c'est c'est pas ça. non, possible. mais par exemple, ça c'est l'une des grandes, à mon avis, des grandes possibilités du jeu vidéo, c'est d'expérimenter des choses qui seraient normalement transgressives dans la vie réelle. Tu Exactement. vois, et c'est ça le jeu. Genre Quand voler tu une joues aux voiture dans gendarmes- GTA, quoi. Ouais, mais quand Voilà. tu joues aux gendarmes et aux voleurs dans la voleurs, cour, ouais. tu vois, ou aux Indiens et aux cow-boys et tout ça, ça c'est des choses que tu peux pas faire dans la vraie vie, jouer aux gendarmes et aux voleurs. Mais dans la cour de l'école, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que c'est un temps qui est circonscrit et c'est Oui. un espace qui est circonscrit. Et le jeu vidéo, c'est ça. C'est un temps et un espace circonscrit. Et aujourd'hui, il y a en France quelque chose comme 40 millions de joueurs réguliers qui jouent au moins une fois par semaine. C'est pas 40 millions de terroristes en puissance, quoi, tu vois. Oui. On est, Dieu merci. On fait quoi ce soir? on est d'accord que les, Terroriste, encore une les fois. 3 millions de joueurs de Call of Duty chaque année, ils ont aucune envie de faire la guerre. hein. Bah ouais, c'est grave. Voilà. On leur dit go, engage-toi, allez, salut. surtout pas. Et Ah, mais ils c'est repartent là en où ranking. Ton travail a Oh, particulièrement un aspect intéressant, c'est que dans une période où on a mêlé addiction, jeux vidéo avec la drogue et l'alcool et le tabac, si je dis pas de bêtises, Ouais, et enfin, lequel, les ouais, drogues ouais. de façon générale, et justement où on a eu des présidents qui prêtaient les jeux vidéo à un prétexte justement de violence qu'on a pu voir sur plein d'incidents type Columbine et autres. Il n'y a aucun moment où certains médecins ou autres, justement, se sont pensés sur le sujet en disant « Non, mais le problème, que ce soit de l'addiction ou de la violence, est propre à l'individu, peu importe le support qui va être derrière, amènera toujours au même comportement, au final. » Si, il y a plein de chercheurs, heureusement, aujourd'hui, qui informent sur ces questions-là. Il y a plein de travaux de recherche qui sont diffusés et la plupart de nos élus politiques sont quand même plutôt au courant. Mais il y a aussi des préventions qui doivent être mises en place de la part des politiques publiques de prévention. Et je pense qu'elles sont maladroites dans ces cas-là. Parce que c'est des gens qui, très honnêtement, savent plutôt bien et sont bien informés. Mais la communication à laquelle tu fais référence, celle de la 1000DK, au moment c'est où ils ont bande associé. dessinée Exactement. qui part d'une bonne intention. Ouais, C'est ça qui complètement. a Et peu- puis moi, je connais très bien les gens de la 1000DK. C'est des gens qui sont plutôt tout à fait malins et qui. C'est maladroit, on va dire. Alors, je te Ouais. coupe dans Ouais, le laïus. On était parti Oui. sur la comparaison Oui, entre Starcraft notre et les Sims. témoin Ouais, et ouais. les Starcraft, Sims. Sims. Et moi, Ouais. je veux savoir. Ouais. Et bah donc, Aussi. en fait, on s'est rendu compte après 8 semaines de pratique que lorsqu'on faisait passer des questionnaires à ces deux groupes qui leur demandaient d'être créatifs, en tout cas, on essayait d'analyser ce qu'on appelle la pensée divergente, c'est-à-dire le fait de. L'un des exemples qu'on prend souvent, c'est on te dit tiens, voilà un trombone, écris-moi tout ce que tu pourrais faire avec un trombone. Nous, les ouais, adultes, comme ouais. on va dire 3-4 solutions, accrocher des feuilles, peut-être crocheter une serrure, parce qu'on a vu MacGyver ou des trucs comme ça. Tu demandes la même chose à un enfant. L'enfant, lui, il va imaginer que le trombone, il peut faire la hauteur d'un building, donc ça peut être une rampe de lancement pour une fusée, enfin, pensée divergente, tu vois. Et donc, les deux groupes ont été interrogés et c'est avéré que le groupe de StarCraft, qui avait joué à StarCraft, avait une plus grande capacité à faire preuve de pensée divergente, à faire preuve de ce qu'on appelle de flexibilité cognitive, c'est-à-dire de créer
créativité et ainsi de suite. Donc StarCraft, les joueurs de RTS généralement sont des gens qui s'adaptent mieux, qui ont tendance à en tout cas faire preuve de plus de créativité. Il y a d'autres expériences, je continue, qui ont été faites avec des joueurs de Call of Duty. Ça, je trouve ça intéressant parce que les jeux de tir en première personne, ils sont souvent décriés à chaque fois. Assez décriés. Et là, en l'occurrence, il y a des chercheurs de l'Université de Genève, et notamment une chercheuse en psychologie cognitive qui s'appelle Daphné Bavelier, qui a été l'une des premières, dès le début des années 2000, à utiliser, en tout cas, Call of Duty face à des joueurs de Sims, encore, et d'essayer de voir s'il y avait une différence dans l'acuité visuelle. Et en fait, elle a mis en lumière que les joueurs de jeux vidéo d'action en première personne, en fait, étaient tellement, avaient une attention tellement soutenue qui était requise par le jeu pour identifier des changements de luminosité, des pixels, tu vois, sur le coin de l'écran, la vision périphérique et ainsi de suite, qu'ils avaient une meilleure acuité visuelle que les joueurs de jeux de simulation de vie comme les Sims. C'est quelque chose qui s'entraîne chez l'être humain, ce genre de choses-là. Ouais, là, pour le coup, c'est ça. On a une plasticité cérébrale qui fait qu'on peut tout entraîner. Donc, ce qui devient intéressant avec ça, c'est que lorsqu'on a connaissance de ces travaux-là, c'est que tu dis, OK, j'ai une population, ça peut être des jeunes enfants, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des gens qui veulent faire de la performance. J'ai une pléthore de jeux à ma disposition qui peuvent développer plein de compétences, et puis j'ai un environnement de pratique. Et comment est-ce que je fais pour mixer le tout, pour adresser le bon jeu, pour développer les bonnes compétences auprès de la bonne population. Et donc c'est ça qui devient rigolo, quoi. Alors, une des compétences qui m'intéresse particulièrement, c'est physiquement. Tu dis physiquement, tu as étudié, et le jeu vidéo peut être bon physiquement. Alors, tu parlais de la dextérité auprès des chirurgiens, mais toi, tu travailles en STAPS, donc les physiques, c'est les mecs, ils sont là pour soulever, tu vois. Est-ce que le jeu vidéo peut aider vraiment, musculairement parlant, l'ensemble du corps? Est-ce qu'il y a des jeux bien pensés pour ça? C'est encore une fois, voilà, quelques jeux, certains jeux peuvent permettre ça. C'est ce que dans la littérature scientifique on appelle des exergames. C'est la contraction de exercise et games. C'est des jeux vidéo dans lesquels on fait de l'exercice. Pour le dire plus simplement, nous, c'est ce qu'on appelle des jeux sur console à détection de mouvement, type la Wii, la Kinect ou la Move. Puis maintenant avec la VR aussi, on commence à avoir des jeux Beat Saber par exemple. Tu vois, typiquement Just Dance te fait bosser, quoi. Just Dance, ça fait énormément bosser et on l'utilise beaucoup en maison de retraite. En ce moment, on fait des expérimentations avec une association qui s'appelle Silver Geek. C'est eux qui font les compétitions de Wii Bowling. Exactement, et avec Ubisoft, il y a toute une expérimentation qui est menée pour voir si Just Dance peut convenir auprès de ces populations de personnes seniors. Pourquoi ? Parce que ça permet à ces seniors de regagner des degrés de liberté au niveau de certaines articulations qu'ils n'utilisent plus beaucoup. Ça leur permet aussi de travailler sur des compétences cognitives, notamment en termes de traitement des informations et en termes de mémorisation pour lutter contre la dégénérescence qui est liée à Alzheimer. Et ensuite, quand c'est pratiqué en compétition, ça aussi, on a des travaux d'une sociologue qui s'appelle Gabrielle Lavenir qui ont montré que on pouvait s'inquiéter que le fait qu'il y ait de la compétition pour des personnes âgées, se retrouver sur la scène de la Gamers Assembly face à 3000 personnes qui crient ton nom, ça puisse être un peu intimidant. Mais en fait, il s'avère que ces travaux de recherche ont montré qu'au contraire, ça a amélioré leur estime d'eux-mêmes à ces personnes âgées qui étaient sur la scène, qu'elles y prenaient énormément de goût, et même qu'elles en revenaient à dire « mais en fait, moi, j'ai hâte d'avoir la saison prochaine et de pouvoir continuer à faire la compétition. » C'est l'un des... Je sais pas si tout le monde a vécu ce moment-là, mais c'est l'un des meilleurs moments de la GA. Moi, c'était avant le Covid, je crois que c'était l'avant-dernière GA que j'avais fait, il y avait des jeunes dans le public. Et moi, je faisais une interview d'eux, les gars me disaient, mais il est hors de question que je rate la finale des Silver Geek. Mais complètement. Et ils criaient, ils appelaient par leur prénom les participants, ils étaient à fond, quoi, comme ils seraient à fond pour un autre jeu, quoi. De tous, ça a été The Place to Be, là où il y a eu la meilleure ambiance. Et en fait, ça se fait dans une bienveillance tellement totale qu'en fait, ça m'a pas étonné, moi, de voir ce retour des participants qui disaient, mais ils étaient émus aux larmes, en fait, tout simplement, parce qu'ils ressentaient tellement d'amour, beaucoup d'attention d'un coup, ça les change. C'est ça qui est aussi très intéressant avec le sport de manière générale, ou l'e-sport, c'est toute l'émulsion et les émotions qui découlent de ça, et c'est quelque part, c'est beaucoup de plaisir, de bonheur, et même dans la tristesse parce que notre joueur préféré a perdu ou notre candidat préféré s'est planté, on s'est impliqué émotionnellement auprès de ce joueur et on en retire quand même une certaine forme de satisfaction d'avoir tout donné sur nos encouragements. On voit ici cette finale absolument extraordinaire. Ouais, tu vis des émotions par procuration en fait, et c'est ce qu'on appelle des phénomènes de passion sociale. C'est ce que tu peux retrouver aussi dans les manifestations, dans la rue ou des choses comme ça, ou dans le stade, ou là à la Gamers Assembly en l'occurrence pour encourager Raymond et Micheline, quoi.
Alors justement, on parle un peu plus de l'aspect psychologique du jeu vidéo, mais j'aimerais que tu développes un peu sur les bienfaits psychologiques que peuvent apporter le jeu vidéo. Moi, je pense souvent, alors là, tu parles des cas d'isolement dans les maisons de retraite, de l'euphorie qu'il y a. Je pense aussi à des problèmes liés à la dépression, qui est vraiment un problème très, 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 de plus en plus commun, que ce soit en France ou dans le monde, parce qu'on a tous vécu une période de Covid, à mon avis, qui nous a un peu ravagé psychologiquement parlant. Le jeu vidéo, ça peut avoir des bienfaits sur notre mental, notre état d'esprit. Ouais, complètement. Là, pour le coup, c'est là où il y a certainement le plus de travaux de recherche sur l'impact sur les fonctions cognitives du cerveau. J'évoquais tout à l'heure, c'est le cas de StarCraft avec ces joueurs qui développaient leur flexibilité cognitive. Mais aujourd'hui, on sait que la plupart des jeux permettent, alors notamment les jeux de stratégie et les jeux, ce que dans la littérature scientifique on appelle les jeux vidéo d'action, mais c'est très large. Ça va autant de Mario que Call of Duty. C'est en fait quand tu as un avatar qui fait une action et que tu la contrôles. D'accord, voilà. ok. Et donc, on sait que les jeux vidéo d'action permettent, de manière générale, de mieux appréhender l'environnement et de mieux traiter les informations. Donc ça, c'est vraiment l'une des fonctions cognitives principales. Et donc, tous les jeux vidéo d'action vont encourager, en tout cas, à utiliser ce type de compétences-là et donc potentiellement aussi à les développer. On a d'autres jeux aussi sur lesquels on sait que ça va avoir un impact sur l'orientation spatiale et en tout cas la visualisation de l'orientation spatiale des pratiquants. Le premier jeu à avoir permis de faire vraiment du 360 degrés, c'est Mario 64. C'est la première fois que la caméra elle pouvait faire vraiment le tour du personnage à 360 degrés. Et Mario 64 a été beaucoup utilisé par des chercheurs, justement, auprès de personnes qui estimaient qu'elles avaient peut-être pas forcément une bonne orientation spatiale, qu'elles avaient du mal à se repérer dans l'espace. Et en fait, de pratiquer des jeux vidéo qui sont en 3 dimensions, dans lesquels tu peux te balader comme ça, permet aussi, comparativement à des jeux en 2 dimensions, ça va te permettre d'améliorer tes compétences en termes d'orientation spatiale. Mais ça, je suis complètement d'accord avec ça. En revanche, on est d'accord que certains jeux ont une caméra tellement désastreuse que ça coûte. Voilà, en fait, ça coûte énormément. Je ne compte pas le nombre de fois où je me perds dans un jeu des fois. Ouais, mais c'est là où la spatialisation, elle est intéressante quand elle est optimisée et qu'elle te permet vraiment... Dis les termes, Ken, les noms. Je ne donnerai pas de nom. Moi, j'ai un souvenir du premier Lara Croft, justement. Oui, là-dessus. J'y ai joué un Tomb peu. Raider. Le premier Tomb Raider, là, où la caméra, elle passait pas derrière le mur. Et donc, c'était les débuts. Ouais, grave. Ah non, mais globalement, insert random PlayStation 1 game, hein, franchement. Oui, c'est pas faux. Avec la caméra pseudo-libre. Donc voilà, on a aussi découvert que le jeu vidéo permettait d'améliorer à la fois la mémoire à court terme, donc qui va plutôt être une mémoire sensorielle visuelle. Cette mémoire à court terme, c'est une mémoire de moins de 7 secondes. Et lorsque l'on joue à des jeux vidéo, finalement, on se rend compte que les joueurs, plus ils vont jouer au jeu, plus ils vont pouvoir développer cette mémoire très courte, notamment une mémoire visuelle sensorielle, mais aussi de manière plus intéressante, une mémoire à long terme. Donc ça, c'est la mémoire qui remonte à des fois plusieurs années. C'est que les gens... quand tu leur demandes s'ils se souviennent d'un jeu auquel ils ont joué il y a 10 ans, ils sont parfois, en tout cas pour la plupart, capables de même te raconter le premier niveau, tu vois, le premier du niveau auquel ils ont joué. Ça veut dire que, en fait, la mémoire, elle est très liée aux émotions. Le jeu vidéo étant un formidable outil pour faire vivre des émotions, des expériences émotives, affectives, qu'elles soient positives ou négatives, que ce soit quelque chose de bénéfique, qui soit de la joie ou de la tristesse ou quelque chose de neutre comme du trac. Dans tous les cas, associé. Le trac, c'est neutre. Ouais, le trac, c'est plutôt neutre. Ouais. Le trac, c'est neutre. Ah oui, parce que c'est. C'est pas une émotion positive ni négative, tu vois. C'est vrai. Il y a du bon. Ouais. Mais j'avais réfléchi à ça. Et donc, les émotions, ça facilite la mémorisation. Tout le monde se souvient de là où il était pour la finale de la Coupe du Monde. C'est vrai. Ça, complètement. Et en même complètement. T'as dit quoi ? Surtout quand ça se passe mal. Et aussi quand ça se passe mal. Tout le monde se souvient où il était pour le Bataclan. Oui. Tu vois, c'est vrai. Donc les émotions, elles figent la mémoire. Et donc, quand tu as vécu de bonnes émotions avec le jeu vidéo il y a 10 ans, tu vas te souvenir hyper bien du jeu et donc ça favorise aussi la mémorisation. Donc il y a plein d'aspects comme ça sur lesquels le jeu vidéo, sur différents aspects des fonctions cognitives, ça va les améliorer. Il y a eu des études qui ont été faites sur Rayman sur les questions d'attention soutenue. Les joueurs de Rayman experts par rapport à des joueurs de Rayman qui étaient novices, en fait,
on s'est aperçu que les joueurs de Rain Man Expert avaient une meilleure attention soutenue, donc c'est-à-dire vraiment une focalisation très précise, que les joueurs de Rain Man qui découvraient le jeu. De la même manière, sur la vision périphérique, on a pu observer que les experts avaient une meilleure vision périphérique que les novices. Donc voilà encore plein d'exemples sur ces aspects, on va dire, cognitifs du jeu vidéo. C'est des choses qui sont quand même très 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 utiles. On parlait un peu du point de vue social, on parle souvent d'isolement. L'image qu'on a le plus, c'est le gamer qui joue aux jeux vidéo et qui du coup s'isole un peu du monde par le jeu vidéo. Cette vision, elle est juste ou elle est majoritairement fausse? Elle est extrêmement caricaturale, elle est très schématique, et même si des cas peuvent exister, elle est minoritaire. D'accord ? Et est-ce qu'elle est liée aux jeux vidéo intrinsèquement ou liée à d'autres facteurs? Alors, on ne connaît pas la causalité, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus dans la littérature scientifique sur, finalement, de savoir est-ce que le jeu vidéo est la cause ou est-ce que c'est un symptôme. D'accord ? Tu parlais tout à l'heure de dépression, même chose. Exactement. Dans le cas de dépressif, il y a deux hypothèses. C'est soit le jeu vidéo a rendu le joueur dépressif, mais bon, il y a peu, en tout cas, d'études qui vont dans ce sens-là, soit le jeu vidéo est un échappatoire de quelqu'un qui vit un état dépressif et dans lequel il arrive à se retrouver et à oublier finalement les moments difficiles qu'il est en train de vivre et en train de passer, quoi. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une corrélation entre les deux, mais on ne sait pas dans quel sens elle va. Tout simplement. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'image du joueur qui est enfermé dans sa chambre, a passé finalement des heures et des heures à détruire des avatars virtuels et en envoyant sa manette sur l'écran dès que ça va pas, ça c'est hyper caricatural et ça n'existe pas vraiment. Le joueur de jeux vidéo, c'est quelqu'un qui fait aussi du sport, c'est quelqu'un qui va aussi à des concerts, c'est quelqu'un qui sort avec ses amis, qui va boire des coups, qui lit des livres. N'importe quel type de livre, hein. Les mangas, c'est aussi des livres, c'est l'occasion aussi de dire qu'il n'y a pas de culture plus légitime qu'une autre, d'accord ? Edjo Hachigo a affiché sur la Bibliothèque nationale française, donc on y est. Donc voilà, et donc finalement c'est vous et moi, quoi. On est des joueurs de jeux vidéo, mais on n'est pas que ça, c'est une facette de notre personnalité. Aujourd'hui, le jeu vidéo, ce qui est hyper intéressant, c'est que la grande majorité des jeux sont tous connectés à Internet. Donc à partir du moment où c'est connecté à Internet, ça veut dire qu'on peut être en lien avec d'autres personnes. On peut directement pouvoir communiquer, on peut avoir des interactions sociales, qu'elles soient des interactions sociales de coopération, lorsque l'on est coéquipier dans une même équipe, d'accord, ou que ce soit des relations sociales antagonistes, d'accord, quand c'est des adversaires. Mais dans tous les cas, ces interactions sociales, elles favorisent des formats de sociabilisation dans des lieux qui sont tout à fait nouveaux, c'est les lieux virtuels. Ça, c'est pas parce que ça se passe dans un lieu virtuel que ça n'en est pas moins réel. Je pense que ça, c'est l'une des plus grosses erreurs que commettent les gens, c'est d'opposer réel et virtuel. Si tu te fais harceler sur des plateformes virtuelles, ça n'en reste pas moins que le harcèlement, il a des conséquences réelles. Et donc, quand un parent efface la cartouche de son fils où il a passé 50 heures à faire grinder son perso, ça va flexer. Mais qui fait ça? Il y a Ma mère c'est l'émotion. C'est l'émotion. Ma mère m'a pété. Non mais les gars, le souvenir est trop vivace encore. Ma mère avait éclaté ma Super Nintendo et la cartouche de Secret of Evermore. Écoute bien, hein. Elle rentre du travail, elle me voit dans le salon en train de jouer. Et mon père flex, hein, il réagit pas, quoi. Il réagit trop tard. Elle me demande pas, ni David Adam, qu'est-ce que tu fais? Elle fait, ouais, t'es encore en train de jouer aux jeux vidéo, et tes devoirs et tout. Elle prend la Super NES, elle l'arrache comme ça, elle l'éclate contre le mur. La cartouche n'est pas à moi, elle a un pote. J'avais le guide et tout pour m'aider. Et là, les larmes coulent et tout. Ouais, tu pleures, c'est qu'un jeu vidéo. Et tes devoirs et tes leçons. Et mon père qui commence à glisser. Mais il avait tout fini. J'avais autorisé à jouer. Elle a éclaté la cartouche, quoi. Je ne connais pas la fin de ce jeu. Je suis. Bref, c'est 50 heures réelles, tu vois. C'est 5... Et sa mère jouait pas aux jeux vidéo. Pourtant, c'est comportement violent. Et le souvenir est douloureux et vivace. Hein, voilà. Je veux dire, la cartouche éclatée en deux, c'est quelque chose. Hein. C'est un vrai truc. Donc voilà, opposer le réel et le virtuel, à mon sens, c'est une erreur, quoi. Et donc, ce qui se passe dans ces univers virtuels, quand les joueurs, finalement, à l'intérieur du jeu, ils communiquent entre eux, que ce soit en vocal, tu vois, en passant par TeamSpeak ou Discord sur la partie, mais même avec des systèmes de ping, comme c'est possible sur LoL, c'est finalement des langages
qui sont des langages communs, mais que les gens comprennent entre eux. Il y a quelqu'un qui émet un message et quelqu'un qui reçoit ce message, et quelle que soit la forme que prend ce message. Puis ensuite, une fois que la partie est terminée, tu discutes à l'intérieur du lobby du jeu, tu débriefes et ainsi de suite. Puis ensuite, tu vas aller sur des forums communautaires ou sur les réseaux sociaux pour finalement soit t'intéresser au lore du jeu, soit pour trouver quelle est la meilleure compo ou savoir comment améliorer ton exé. Un travail de recherche. Ouais, Travail de recherche exactement. dans un but d'amélioration. Exactement. Que j'aurais aimé que mes élèves fassent en mathématiques, mais avec le jeu vidéo, ça semble beaucoup plus simple. C'est un bon vecteur, en tout cas ça peut être un bon levier, ça c'est sûr. Et après avec l'e-sport, ce qui est génial, c'est que tout ce qui se passe finalement sur ces lieux virtuels, dans ces espaces virtuels, en ligne, quand il y a des compétitions, les joueurs ils se retrouvent en physique. Et avec le jeu de combat, en plus, le offline, c'est l'essence même du jeu de combat. Et je pense que c'est aussi pour ça que les scènes de jeu de combat, elles sont aussi soudées, aussi loyales et aussi fidèles. Et que les joueurs, c'est des vraies amitiés durables qui existent entre tous les joueurs et toutes les joueuses. Tous mes potes, je me les suis fait comme ça. Exactement. Et donc, on fait passer finalement ces formes de sociabilité d'un lieu qui est en ligne à, cette fois-ci, un lieu qui est offline. Donc, pendant les compétitions, on finit par mettre un visage derrière le pseudo avec lequel on a l'habitude de jouer depuis hyper longtemps. Et ensuite... J'avoue. Et ensuite, on va manger des galettes saucisses à la sortie du stade, tu vois. Et c'est ça la réalité, quoi. Et ça devient des amitiés qui sont durables et qui perdurent. Donc, en fait, le jeu vidéo peut permettre des formes de sociabilisation qui sont hyper riches, que ce soit des interactions, par l'intermédiaire d'interactions sociales qui soient coopératives ou antagonistes, mais ça reste des interactions sociales qui sont hyper intéressantes. Et puis, au-delà de ça, c'est qu'on peut voir apparaître des formes des traits de personnalité qui étaient un petit peu insoupçonnés. Par exemple, tu joues à LoL avec des gens, et puis tout d'un coup, il y en a un qui va être le shot caller, qui va prendre ce rôle de shot caller ou de leader in-game sur CS ou des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des traits de personnalité, comme du leadership, qui peuvent apparaître, et le jeu vidéo devient un révélateur de ces aspects-là. Overcooked. J'avoue. Ouais. Overcooked. Tu vois, la coopération. La coop. Passe mal. Exactement. Nous, on utilise beaucoup Overcooked en rajoutant une sorte de chef d'orchestre, tu vois, le chef cuistot qui, lui, n'a pas les manettes dans les mains et qui est derrière et qui va donner les instructions. Et c'est donc comment est-ce que tu respectes des consignes, comment est-ce que, finalement, stratégiquement, tu vas organiser tout le monde. Et finalement, là, il y a un rôle de leadership, il y a de la communication, des consignes qui doivent être passées. Donc, c'est vraiment hyper important. Comparons ces impacts sociologiques entre le jeu vidéo, comme tu nous l'as décrit, et le sport traditionnel que tu étudies aussi pas mal. Lequel, à ton avis, est le plus efficace ou balaye le plus grand spectre de personnes? C'est bien fait. Je vais botter un peu en touche. Pour moi, les deux, en fait, ont des intérêts. C'est-à-dire que, de la même manière, comme je te le disais, que dans le sport, donc moi, j'ai été entraîneur de basket, animateur en centre de colo, et ainsi de suite. Donc, des activités physiques auprès de différents types de populations, j'en ai tout le temps utilisé. Mais à chaque fois, entre faire du basket à des petites 6 ans, ce qu'on appelle le baby basket, faire du basket à l'équipe 1 de mon club qui vise la performance, ou faire du basket avec des seniors qui ont plus de 70 ans, c'est pas le même basket que je vais utiliser. Je vais changer les règles, je vais baisser le panier, je vais prendre des plus petites balles, des fois des balles en mousse, les consignes vont pas du tout être les mêmes, je vais accepter qu'il y ait des reprises de dribble ou des choses comme ça. Donc, en fait, avec le sport, tu peux développer plein de compétences et faire plein de choses. Avec le jeu vidéo, aujourd'hui, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel jeu, et finalement, tu vas pouvoir le décomposer, changer les règles et faire en sorte de l'utiliser pour développer certaines compétences. Si je veux travailler sur justement des aspects physiques, je vais peut-être prendre Ring Fit Adventure. Tu vois, par exemple, là, on l'utilise. Ça marche, Ring Fit Adventure? Nous, en EHPAD, on l'utilise beaucoup dans les maisons de retraite. Je pose des questions parce qu'on a souvent des idées reçues du c'est rigolo, c'est du jeu vidéo, ça marche pas. Just Dance, Ring Fit Adventure, tous ces trucs-là. Ring Fit Adventure, le gros avantage, c'est qu'il est hyper paramétrable. Ça veut dire qu'en fait, tu peux choisir de bosser le haut du corps, plutôt la ceinture abdominale, plutôt le bas. Et donc, en fonction des personnes avec qui tu veux jouer, quoi. Si tu veux plutôt bosser une partie du corps en particulier, ou la personne c'est une personne à mobilité réduite, donc qui est en fauteuil, donc tu vas pouvoir juste bosser le haut du corps. Just Dance, qui fonctionne bien avec les vieux, c'est qu'il y a un Just Dance spécial ABBA.
Ah ouais. Putain, et là, le Abba, Cartonne. dans les C'est sûr que maisons les de chorégraphies doivent être folles. Ah non, mais ça, c'est Elle génial, est tu vois. sombre. Et après, tu vois, si je veux travailler plutôt la communication, la coopération, Overcooked est un super jeu pour ça. Si j'ai envie de bosser avec une autre population sur des aspects cognitifs, tu vois, du type, je sais pas, traitement des informations ou des choses comme ça, on peut utiliser des jeux de stratégie en temps réel ou ce qu'on appelle des puzzle games, des jeux de réflexion, tu vois. Là, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais ça Tetris. Ouais, Tetris par exemple, ou Puyo Puyo, ou d'autres, tu vois, et ça fonctionne aussi vraiment du tonnerre, quoi. Quel est ton avis sur les jeux type entraînement cérébral? C'est les programmes d'entraînement cérébraux, tous ces machins qui te donnent l'âge de ton cerveau, etc. Eh ben, je vais te répondre en te citant les travaux de recherche d'une de mes collègues dans mon laboratoire de recherche qui s'appelle Pauline Maillot et qui a comparé auprès de personnes âgées l'utilisation du docteur Kawashima et l'autre Super Mario Bros. Et elle a testé certaines fonctions cognitives. Et en fait, ce qu'elle a observé, c'est que le groupe expérimental qui était le docteur Kawashima et le groupe contrôle qui était le groupe Mario Bros, et ben en fait, celui qui avait les meilleurs résultats à la fin, c'était le groupe Mario Bros. Exactement. Et en fait, ce qui s'avère, c'est que c'est pas évident de faire un jeu qui a une autre finalité que d'être ludique. Ça veut dire une fin utilitaire. Ce qu'on appelle les serious games, qui ont connu un vrai succès au début des années 2000. Qui reviennent un peu en ce moment d'ailleurs. Mais on s'est rendu compte que c'est pas évident de faire un jeu qui est aussi, j'allais dire un travail, c'est pas vraiment un travail, mais un jeu qui est aussi là pour apprendre. Le jeu, quand on y joue, on développe déjà plein de compétences, comme je l'ai dit, et ça permet déjà d'apprendre à bien jouer aux jeux vidéo. C'est principalement ça qu'on apprend en jouant aux jeux vidéo, c'est à jouer aux jeux vidéo. Et c'est déjà pas rien du tout, quoi. Mais en plus, comme ils ont été pensés par des game designers, le jeu, il est plus ludique. Et je l'ai dit, ce qui est important, c'est les émotions. Et les émotions, elles permettent de figer des compétences. Elles permettent de figer toute cette mémoire dans le corps et de l'incorporer finalement. Et donc, un jeu qui a été pensé par des game designers, il va souvent, en tout cas, permettre de mieux développer des compétences qu'un jeu qui a été pensé pour avoir une finalité médicale. Exactement. Et c'est une question qu'on me posait souvent. Et ce que je répondais, c'est que le docteur Kawashima, ça reste très bien pour entraîner le cerveau, mais en fait, tu vas t'entraîner à faire le jeu spécifique du docteur Kawashima. Tu vas devenir très bon au jeu spécifique du docteur Kawashima. Tu vas pas sortir de ce spectre-là. Et du coup, c'est très fermé finalement ce que tu réussis à faire. C'est un peu comme si je te mettais sur une chaîne de montage et qu'on t'apprenait à monter un composant d'un ordinateur ou d'un téléphone. Au bout d'un moment, tu vas en monter 1000. Tu vas être super doué pour monter ce composant. Tu vas pas savoir comment monter le téléphone de manière générale. Voilà. Ce type de jeu, les programmes d'entraînement, ils ont ce petit problème-là. Et finalement, les jeux vidéo plus ludiques, plus pensés. L'immersion est bien meilleure. Exactement. L'immersion est bien meilleure et ça aide à faire et à travailler pas mal de compétences. Dernière chose, tu as travaillé et tu as fait quelques études pratiques sur des personnes en situation de handicap. Ouais, tout à fait. Aussi, qu'est-ce que tu as pu tirer quel jeu vidéo peut être utile pour les personnes en situation de handicap et quels jeux vidéo peuvent être pratique aussi à utiliser? C'est toute la question. Alors, je le fais pas seul, je le fais avec une association qui s'appelle Cap Game, qui a été cofondée entre autres par des collègues chercheurs qui sont spécialisés en accessibilité sur le jeu vidéo, notamment Jérôme Dupire, donc du CNAM, du Conservatoire National des Arts et Métiers. Et donc, avec Jérôme et une autre collègue de la Fédération Française Handisport qui s'appelle Meyan Ngo, qui est une ancienne championne paralympienne, eh bien, on essaie d'identifier finalement quels jeux peuvent être pratiqués par des personnes qui sont en situation de handicap avec différents types de déficiences. Parce qu'en fait, le handicap, c'est plein de profils très différents. C'est jamais tout le temps le même profil. Même des personnes qui auraient potentiellement les mêmes pathologies ou les mêmes traumatismes, ou en tout cas qui seraient avec les mêmes déficiences, en fait, il y en a qui viennent se surajouter et tout le monde n'est pas au même niveau, quoi. Donc c'est ça la grande difficulté, c'est que c'est une grande diversité. Aujourd'hui, les jeux, on a pu se rendre compte qu'il y a plein d'obstacles pour pouvoir les utiliser. Le premier, c'est que des fois, les jeux, ils sont pas pensés pour être joués dès la conception, notamment pour des personnes qui auraient des troubles cognitifs. Donc plutôt les jeux, ils sont difficiles. Tu prends Sekiro, il y a eu tout ce drama autour du fait qu'il y avait des gens qui voulaient rendre... Même si tout va bien, hein, c'est dur. Ouais, voilà, de base. Mais typiquement, dès que les jeux vont vite, tu vois, en fait, dès qu'il y a une pression temporelle pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, déjà même pour moi qui n'ai pas trop de troubles cognitifs, je crois, tu vois, c'est un enfer, ça va beaucoup trop vite. Donc avoir un maximum de niveaux de difficulté, mais je dis pas juste facile, médium, difficile, c'est avoir 25 niveaux
de difficulté, déjà ça aide. Tu vois, avoir la possibilité de paramétrer toutes les touches, de binder toutes les touches n'importe où, tu vois. Il y a des personnes qui sont daltoniennes. Moi, j'ai découvert qu'il y avait 7 types de daltonisme. Il y a très peu de joueurs de jeux qui proposent une adaptation aux 7 types de daltonisme, tu vois. Après, il y a des adaptations plus courantes pour les personnes qui auraient des déficiences auditives, tu vois, des malentendants avec les sous-titres, la taille des sous-titres, mais des fois, c'est pas hyper lisible, changer les polices. Bref, il y a plein de choses à faire déjà là. Donc déjà, trouver un jeu qui soit jouable par le plus grand nombre. Un jeu qui est souvent cité dernièrement, c'est The Last of Us, qui propose un exemple, qui permet un paramétrage complet du jeu et notamment potentiellement d'être totalement assisté. Et les puristes diront ah mais c'est plus du jeu vidéo. Moi au contraire, je trouve ça hyper cool. Bah oui, Ça donne la possibilité à plein de nouvelles personnes de jouer. Tu vois. Ensuite, deuxième obstacle, c'est les périphériques de contrôle. Pour des personnes qui ont par exemple pas de main, comment tu fais? Windows contrôleur adaptatif. Microsoft, pardon. Exactement. Ouais. C'est Microsoft qui a proposé pour la première fois un périphérique de contrôle qui se veut universel et donc qui est produit de série, donc moins cher parce que adapter une manette à la base, c'est fait de manière artisanale, ça vaut cher, il faut acheter des pièces à droite à gauche, ça te coûte vite 500, 600 balles, c'est hyper cher. Là, Xbox, pour 150 balles, tu as donc c'est ce qui s'appelle la Xbox Adaptive Controller, la XAC, et tu as la base et ensuite tu viens brancher, tu as 17 ports derrière, tu viens tout brancher et tu peux contrôler avec ta tête, avec ton coude, avec tes fesses, avec ton dos et ainsi de suite. Le menton, on a tout vu. Exactement. Même en soufflant avec des pailles et ainsi de suite. Tu as même des contrôleurs où tu peux contrôler de manière oculaire. Donc la Tobivox, qui est une barre que tu mets sous ton ordi, enfin juste sous l'écran et qui repère tes mouvements oculaires et tu peux jouer comme ça. Donc il y a plein de possibilités, mais ça coûte cher, c'est encore onéreux. Là typiquement, je lisais ce matin, PlayStation, tu peux pas jouer sur la PlayStation 5 avec autre chose que une manette. Tu vois, et ça c'est abusé. Tu vois, apparemment ils travaillent dessus. Il y a eu des brevets de Sony Japan, c'est dans les papiers. Okay. Et mais ils ont 4 ans de retard. C'est un particulier aujourd'hui qui s'en occupe. Microsoft a ouvert à la possibilité d'utiliser l'adaptive controller sur PlayStation. Oui, tout à fait. Ils leur ont dit, il n'y a aucun problème. Nous, on veut bien que ça fonctionne. La fermeture, elle est du côté Exactement. De Sony. Et le dernier obstacle, qui est plus lié spécialement aux jeux vidéo, mais qui est particulièrement à l'e-sport, c'est les lieux dans lesquels on fait les compétitions, souvent sont mal pensés pour accueillir des personnes qui auraient des déficiences. Que ce soit la Gamer Assembly. Pour se balader en fauteuil, par exemple, mais que ce soit pour les personnes qui seraient malvoyantes, il n'y a rien en braille, les signalétiques ne sont pas hyper visibles. Si tes malentendants, rarement sont castés, je vous regarde puisque vous êtes des commentateurs, mais rarement c'est commenté en langue des signes, par exemple. Tu vois, donc ça c'est à mon avis des réels obstacles. Les personnes qui ont des troubles cognitifs, tu vois, tu vas à la GA, tu vas à la Paris Games Week, c'est beaucoup de bruit et ainsi de suite. Il faut des salles de repos, des salles où tu vois il y a moins de lumière, des salles où elles peuvent. Pour tout le monde. On appelle des chill rooms, tu vois, des endroits où, ok, il y avait beaucoup de stress, je peux me reposer. Les personnes qui sont en situation de handicap, souvent, elles ont besoin de soins et les soins c'est le matin. Tous les tournois qui commencent à 9h du matin, en fait, elles peuvent pas y aller parce qu'à 9h du matin, elles sont en soins. Elles ont souvent besoin d'être accompagnées, donc il faut faire la gratuité pour les accompagnateurs. Souvent, les lieux, il n'y a pas de toilettes handicap. Il n'y a pas de place de parking. En plus. J'en parle avec eux, compliqué. c'est dès la gare, en fait, c'est déjà problème. Voilà. Donc voilà, tout ça est compliqué. Donc avec Cap Game, pour finir, et la FFH, la Fédération Française Handisport, on a, mais c'est surtout Cap Game en priorité, on a développé des expérimentations, c'est ce qu'on appellerait de la recherche-action. On fait en même temps, on met en place des dispositifs, on fait de la recherche dessus pour voir si ça fonctionne. C'est plutôt des études de faisabilité. Est-ce que c'est possible? Et par exemple, l'un des jeux qui est assez facilement utilisable, c'est PES, enfin eFootball maintenant, plus que FIFA. Tu vois, par exemple, parce qu'il y a plus de niveaux de difficulté possible, que c'est plus paramétrable et que Konami est beaucoup plus enclin à nous laisser utiliser sa licence que Electronic Arts. Forza Motorsport chez Microsoft, tu vois, dans les jeux de simulation de course, le sim racing est assez cool parce qu'en fait, ça a des gameplays pauvres. Et quand il y a assez peu de touches. Exactement. Finalement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand je dis gameplay pauvre, c'est pas du tout une valeur automatique, frein, accélération, tournée. Globalement, tu t'en sors, quoi. Exactement. Donc les jeux de sim racing, c'est des jeux qui sont plutôt assez cool dans ces cas-là.
on a fait sur Street Fighter. Tu vois, Street Fighter 5, tu peux adapter, mais encore une fois, le jeu. Les jeux en 2D, c'est pauvre aussi d'un point de vue Ouais. caméra. Après, le gameplay est pas si pauvre que ça, mais le gros avantage, c'est que déjà, il y a un sound design qui est parfait sur Street Fighter. Ça, j'avoue, sound design. Et donc, pour les personnes qui sont malvoyantes, c'est vraiment l'un des jeux les mieux Je connais faits. beaucoup d'aveugles qui jouent à des jeux de combat et qui adorent grâce à. Des champions, Sven, hein. Sven qu'on a Voilà, vu à Red Sven. Bull, Exactement. Et qui lui performe. Donc voilà, ça c'est des jeux par exemple qui fonctionnent bien en compétition avec des personnes en situation de handicap. Et donc aujourd'hui, Cap Game fait des compétitions qui sont castées par des personnes en situation de handicap et qui sont traduites en langue des signes. Enfin, l'idée c'est de faire en sorte que tout soit inclusif et que ce soit du design universel, quoi. C'est-à-dire que ce soit aussi bien pour des personnes valides que des personnes qui auraient des déficiences, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc il y a plein d'initiatives qui sont en train d'être tentées un peu partout dans le monde. En France, donc c'est surtout Cap Game qui organise ces compétitions, mais il y a une équipe dédiée aux personnes en situation de handicap qui s'appelle Rebird. Il y a des gens, des associations qui développent des périphériques de contrôle adaptés comme Andy Gamer avec David Combarieux. Mais tu as l'équivalent aussi en Grande-Bretagne avec une association qui s'appelle Special Effects, et la même chose surtout aux États-Unis avec une énorme non-for-profit organisation qui s'appelle Able Gamers, qui est assez connue, Able Gamers Foundation, qui organise des streams caritatifs, qui est souvent proche d'ailleurs de la GDQ ou de la LGDQ. Ça va souvent de pair. Et donc voilà, il y a plein de choses à faire pour toutes ces personnes-là. Donc en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est comment est-ce que le jeu vidéo peut devenir un outil de santé publique. De ouf. Et là, tu renverses tout le paradigme où on essaie de soigner les gens qui font du jeu vidéo. Et là, tu dis, non, en fait, le jeu vidéo, ça peut être un médicament. Qui soigne. La VR. La VR qui, à mes yeux, hein, je ne vais pas faire du forcing avec ça, mais la VR qui aujourd'hui me semble être l'outil pour combattre les phobies. Aujourd'hui, on l'utilise pour un peu tout et rien. Et même pour des RH, quoi. La VR, aujourd'hui, on entraîne des RH et on les forme avec un jeu. Ça peut être un bon outil. Après, il y a le problème du motion sickness et de ce qu'on appelle donc la cybercinétose, qui est donc en fait le mal lié à la VR. Et ça, on estime qu'il y a entre 20 et 30% de la population qui... voilà. Tu l'es ? Ouais. Voilà. FPS, il n'aime pas, quoi. Et donc, voilà, ça c'est la limite, à mon sens, de la VR, au-delà de l'accessibilité économique, qui est quand même, c'est encore un peu cher, parce qu'il faut une bonne bécane, il faut un casque, et ainsi de suite. Mais par contre, effectivement, c'est un super outil. Nous, dans notre labo de recherche, là, à ma fac, on a une doctorante qui s'appelle Marie-Philippine Seba, qui utilise la VR auprès de populations seniors, justement, pour analyser à quel point la cybercinétose, elle peut diminuer avec la pratique ou des choses comme ça. Tu citais le Microsoft Adaptive Controller, donc qui est un peu au centre justement des périphériques de jeux que l'on peut utiliser dans le domaine du handicap. On citait PlayStation qui ne l'accepte pas encore. Est-ce que Nintendo l'accepte ? Est-ce qu'il y a des moyens sur des machines Nintendo d'avoir accès à des jeux de façon un peu plus inclusive quand même pour des personnes handicap, ou c'est la pire machine de l'histoire, la Switch, pour ça ? J'ai pas la réponse. Je voudrais pas dire de bêtises et je préfère pas. En fait, je sais pas. Très honnêtement, je sais pas si ça se branche, si avec des Cronus Max ou des trucs comme ça, tu peux faire des. Ah ouais, j'avoue. Tu vois ? Ah oui, j'avoue qu'il y a ça aussi. Ah mais il y a toujours moyen d'adapter. Il y a toujours moyen, mais après, est-ce que c'est pensé par le constructeur en lui-même? Je sais pas ce qu'il en est. Pas, moi, Hichem, par exemple, il joue et c'est son père qui, pareil, qui lui a fait sa borne d'arcade exactement pour jouer avec ses pieds. Et il me semble qu'il l'a fait, il a voulu déjà tester des trucs Nintendo, et il faut le faire par toi-même. Okay. Pour le moment, c'est pas aussi accessible qu'on le souhaiterait en tout cas. Ouais, en fait, c'est un sujet sans fin. C'est la question de l'accessibilité, c'est que à la fois ça a jamais autant progressé dans l'histoire du jeu vidéo, notamment depuis 2017, parce qu'il y a eu une loi américaine qui est passée qui oblige tous les produits culturels à faire des efforts en termes d'accessibilité pour pouvoir être vendus sur le sol américain, et donc c'est un marché dont les éditeurs de jeux vidéo ne veulent pas se priver forcément. Donc en leur mettant des bâtons, en les tapant, en leur disant si vous le faites pas, vous pourrez pas avoir accès à notre marché, les gens commencent à évoluer. Donc on n'a jamais eu autant d'avancées sur ces questions-là, mais en même temps, on a l'impression qu'on n'en a jamais été aussi loin d'arriver à quelque chose qui soit suffisant. Il y aura toujours des choses à faire. Donc c'est
c'est un appel à tous les chercheurs et toutes les chercheuses Grave. du monde que je fais, quoi. C'est venez, et on a besoin de plein de sujets et de retours d'expérience de tous les pratiquants et toutes les pratiquantes. Et ça vous concerne peut-être, hein, n'hésitez pas, hein. D'ailleurs, il y a un moyen de te contacter. Il y a une question qui revenait pas mal parce qu'on voyait quelques on va dire PowerPoint d'une partie de tes recherches. Il y a un moyen de lire ton travail, de lire tes recherches sur Internet. Ouais, bah, moi je sais, je considère que la recherche, si elle doit être lue que par des chercheurs, ça a aucun intérêt. Oui, quand même. Donc moi j'ai toujours fait le choix de rendre libre tout mon travail. Donc de manière générale, en tapant normalement mon nom et mon prénom dans Google, sans vouloir être prétentieux, on doit pouvoir accéder au moins à la page du site internet de mon laboratoire, dans lequel il y a toutes mes publications et tous mes travaux qui sont référencés. Et généralement, moi j'utilise Twitter parce que pour le jeu vidéo et l'e-sport, c'est un peu le réseau social qui est le plus utilisé. Et je diffuse. C'est Nicolas Besson, ton Twitter. Nico Bezombe. Nico Bezombe. Nicolas, c'est ma mère qui m'appelait quand je devais aller ranger ma chambre. Elle disait Nicolas. Mon deuxième C'est prénom des mauvais aussi. souvenirs. Donc voilà, c'est Nico plus. Donc Nico Bezombe. Et donc j'essaie de diffuser régulièrement, en tout cas, l'avancée de mes travaux, quand j'ai des nouvelles publications, lorsque je prends la parole dans des conférences ou des choses comme ça, quoi. Très bien, alors il nous reste quelques minutes. Vous avez probablement pas mal de petites questions. Je sais que vous vous connaissez bien. Foster, je me retourne vers toi. Je vois qu'il y a quelques petites notes marquées. Ouais, mais qu'après ça a évolué, il y a eu deux, trois choses qui ont été répondues, mais c'est vrai que Lox apportait la notion de réalité virtuelle et d'apprendre des choses via la VR notamment, parce que tu as beaucoup parlé de l'émotionnel et c'est très vrai, la notion sensorielle est super importante dans justement la notion d'apprentissage, le ludique, on sait qu'on apprend mieux dans le ludique, qu'on n'apprend pas tout mais qu'on apprend mieux. Et justement ma question elle est plus tournée là-dessus en fait, c'est que est-ce que à terme, donc tu parlais de jeux vidéo en termes de rentrer ça dans les médecines ou autres, en mode médicaments, même question pour l'apprentissage, tu as parlé beaucoup de compétences, pas forcément de savoir-faire, un peu dans ce qu'était du leadership ou autre. Qu'en est-il du coup donc de l'apprentissage par le jeu vidéo et surtout, quelle en est la balance par rapport à de l'enseignement plus classique en fait? Alors, je suis pas un spécialiste, très honnêtement. Il y a notamment des collègues qui sont bien meilleurs que moi sur ces questions-là, qui sont en sciences de l'éducation à l'université Paris-Villetaneuse, au sein d'un master qui s'appelle un master en sciences du jeu, qui est géré par Gilles Brougère, Vinciane Zaban et ainsi de suite. Et donc, notamment, il y a un collègue que vous connaissez peut-être, Romain Vincent, qui travaille beaucoup sur l'histoire et le jeu vidéo. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle JVH pour jeux vidéo et histoire et qui est très, très spécialiste de ces questions-là. Donc, je m'appuie un peu sur ce que je me souviens de ses travaux et de ce C'est qu'il sur en est. Assassin's Creed, si je dis pas de Entre autres, il Ouais. utilise plein d'autres jeux et lui il fait donc sa thèse de doctorat en ce moment même. Il approche de la fin d'après ce que je sais. Donc voilà sur ces questions-là. Aujourd'hui, le jeu vidéo c'est un outil qui est de plus en plus utilisé de manière générale dans l'éducation nationale. Alors, à l'initiative des professeurs, pas à l'initiative des programmes officiels de non, l'éducation non. nationale. Encore. À l'initiative des professeurs ou des académies, de certaines académies. Par exemple, moi, je travaille dans les Yvelines avec la DAN, qui est la direction académique du numérique, où je ne sais plus exactement, je suis désolé pour la DAN, que je me souviens plus de leur acronyme, mais par exemple, eux, ils font beaucoup d'éducation numérique. Donc, passer par le jeu vidéo, c'est déjà une bonne façon de faire de l'éducation au numérique. À savoir utiliser un ordinateur, savoir utiliser Oui, du bien traitement sûr. texte et ainsi de suite. Parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a encore 25% de la population française qui n'a pas d'ordinateur chez elle. Tu comptes les smartphones comme n'étant pas un ordinateur? Ouais, voilà. D'accord, ok. Le smartphone devient l'ordinateur dans ces moments-là. Mais sinon, du traitement de texte, tu vois, utiliser Word et tout ça, il y a encore des jeunes qui, à part le CDI ou les cours de techno, il n'y a pas d'autre solution en fait pour découvrir comment est-ce qu'on fait ça. Donc le C'est jeu, pas normalisé le B2I dans les écoles maintenant? je sais pas. Ah, moi non. Je Pardon. sais pas. Non, mais c'est des bonnes Il y questions. avait des mais- cours au collège déjà à mon époque. Hein. Ouais, Moi, j'ai eu aussi. des cours de dactylographie dès le CP quand même. Ah ouais. Avec un C'est jeu, plutôt des bonnes c'était choses. Sky, je sais plus quoi, et t'avais vraiment le fond. Et ça m'avait. Enfin, honnêtement, je suis 94, donc Ouais. les PC étaient quand même plutôt bien implantés. Et ça m'a marqué la façon dont on a appris à taper sur un clavier. C'était des lettres en fait qui tombaient des buildings. Il fallait que tu touches la lettre du clavier. Ah, avant que tu touches le sol. Ah, excellent. Trop bien. C'était, honnêtement, je crois que c'est l'une des meilleures techniques possibles, quoi, parce qu'à la fin, vraiment, et ça s'accélère en fait. Plus tu réponds, plus ça s'accélère, et plus tu as ton AZERTY up et toutes les lignes de ton clavier qui sont en train de se former dans ta tête.
Et c'est pour ça que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est normalisé, que dans toutes les écoles, c'est le cas. Et finalement, j'ai des retours où les équipements, C'est dans c'est certains... pas tous les mêmes partout. Oui, c'est pas forcément tous, ça, quoi. les On dit mêmes bien partout. B2I, CM2, CM1. Si, le B2I au collège. Donc c'est normalisé. Ouais. Ok, d'accord. Merci beaucoup, le chat. Donc le jeu vidéo, en fait, c'est un bon levier finalement pour capter l'attention, pour faire vivre des émotions. Après, la façon dont il est utilisé, et là, je m'appuie vraiment sur ce que j'ai retenu des travaux de Romain, Vincent, donc, c'est que le jeu vidéo, en fait, quand il est utilisé en classe, notamment en cours d'histoire, c'est pas tant les élèves jouent pas. C'est le prof Ouais. qui se déplace dans un univers, c'est lui qui contrôle, mais les Utilisé comme support. exactement. Mm. Donc c'est pour changer finalement du texte ou du tableau Pour le compte passé, c'est pas sorcier. Exactement. Donc dans ces cas-là, en fait, c'est peut-être pas l'utilisation la plus idéale, d'après ce que dit Romain. En tout cas, c'est que finalement, c'est peut-être pas la meilleure façon. Et on est loin de vraiment utiliser le jeu vidéo en classe comme on pourrait se le représenter quand on dit ah ils font du jeu vidéo en classe. Devoir du soir, terminer Assassin's Creed Unity. Voilà, Voilà, contrôle de main Ah, le sur, rêve. sur la Révolution française. Exactement. Non, mais en vrai, théâtraliser peut-être truc, l'éducation, ça fonctionne mieux. On Alors en ça, avait c'est parlé avec Ken sur les langues et la VR. Ouais. Tu fais d'énormes progrès en apprentissage de langue quand tu te mets en situation, que tu es dans un jeu VR et que tu es dans la situation, tu dois y aller, tu dois te lancer. J'ai l'impression de beaucoup mieux retenir que si j'étais en train Bah, d'écrire et de pas passer. ça, c'est peut-être l'une des compétences qu'on n'a pas évoquées, mais qui est énormément développée grâce aux jeux vidéo, c'est les langues, et notamment l'anglais. Les termes. Peut-être Ah ouais. même le japonais, tu vois. Et mais- aussi, oui. Ouais, j'ai appris grâce aux jeux vidéo. Ouais. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Les langues, je ne compte même plus le nombre de personnes qui ont appris les langues grâce aux jeux vidéo. Mm. T'es obligé de communiquer. Ceux que je connais, je crois. Les- Même en termes de. Moi, mon neveu, dès qu'il a commencé Fortnite très tôt, évidemment, ça parlait de stuff, ça parlait. Il se rendait pas compte que c'était des termes anglais Ouais. qu'il utilisait. Bien sûr. C'est là où tu te dis, bah voilà, l'éducation, elle commence là et on s'en rend même plus compte tellement Ouais, elle est complètement. banalisée aujourd'hui. Donc, ouais, il y a plein de possibilités. Donc après, le jeu vidéo en termes d'apprentissage, comme vraiment là je paraphrase ce que dit Romain Vincent, c'est que déjà on apprend à jouer aux jeux vidéo et c'est déjà beaucoup d'apprendre à jouer aux jeux vidéo en fait. C'est t'apprends à manipuler un périphérique de contrôle, à te déplacer, à t'orienter dans l'espace, à résoudre des énigmes à l'intérieur du jeu et ça déjà c'est plein de formes d'apprentissage. Alors maintenant dans l'éducation nationale comment ça peut être mis en place? Là il y a des initiatives. Moi comme je vous le disais je travaille avec en ce moment la DAN des Yvelines avec 3 collèges pilotes avec lesquels on va commencer après les vacances de la Toussaint à faire de la même manière qu'on fait des clubs d'échecs sur le temps périscolaire et ainsi de suite, on va faire des clubs e-sport jeux vidéo J'ai envie de retourner à l'école. où l'idée, donc dans des collèges de REP et des collèges en zone normale, donc plutôt dans des zones prioritaires, donc auprès de populations qui n'ont pas forcément accès à du bon matériel chez eux, donc soit des ordinateurs, soit des consoles, leur proposer cette possibilité-là, faire déjà de la découverte avec des vrais jeux. On va y aller avec du Fortnite, quoi. C'est pas, on va pas faire du Adibou et avec Oui, tout le oui, respect bien que j'ai sûr, pour bien Adibou, sûr. mais vraiment, les gens ils jouent à Fortnite, donc jouons à Fortnite, mais surtout on va encadrer ça et puis de Fortnite on va dire ah mais tu connais pas ce jeu, ça pourrait peut-être t'intéresser, ça c'est Overcooked, ça pourrait être rigolo. Tiens et tu connais pas ça, MTG Arena, un petit jeu où tu vas voir, c'est un jeu de cartes, c'est comme Yu-Gi-Oh mais ça pousse un petit peu plus les mécaniques de jeu. Et on va essayer petit à petit comme ça. Et l'objectif, c'est d'avoir un impact auprès des jeunes, d'évaluer d'une certaine manière si ça a un impact sur leur absentéisme ou leur présence en cours ou sur les notes. Donc on va essayer d'évaluer ça. Et aussi, c'est de faire de la formation aux enseignants, au personnel enseignant dans les collèges. Ils ne sont pas forcément tout le temps. Exactement. ces choses-là. Et donc d'identifier dans ces collèges-là des personnes qui vont pouvoir prendre le relais. Et puis aussi de former les parents. Merci beaucoup. J'entends. Désolé, c'est passionnant, on aimerait t'avoir pendant 3 heures. Merci beaucoup Nico d'être venu pour avoir parlé de tout ça. Vous pouvez le retrouver sur Twitter si vous avez plus de questions, ce sera un plaisir de répondre. Merci Lox, merci Foster, merci Nix, merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, on part en IRL et ça tous une très bonne suite des programmes sur le stream. Ciao, bye bye.